Mesdames, Messieurs, re-bienvenue à Parle-moi de santé. Ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Pour l'épisode numéro 29, aujourd'hui, je reçois Bernard Lavallée, qui est nutritionniste. Bernard, qui est aussi connu sous le nom du nutritionniste urbain, qui est son petit branding dans les médias comme nutritionniste. Certains d'entre vous, probablement plusieurs en fait, connaissent déjà Bernard pour ses différentes apparitions dans les médias, que ce soit dans les balados, avec l'écriture de ses livres ou dans ses participations dans les chroniques radio ou dans des émissions de télé. Bernard qui dédie 100% de sa pratique comme nutritionniste aux médias, donc n'est pas un nutritionniste clinique, mais qui est extrêmement présent comme vulgarisateur scientifique dans le domaine et qui a une vision beaucoup plus globale de la nutrition que celle à laquelle on pense en général, qui considère aussi beaucoup les enjeux sociaux et les enjeux psychologiques en lien avec toute la grande sphère de l'alimentation. Donc avec Bernard, aujourd'hui, on a parlé de qu'est-ce que ça représente une alimentation saine et entre guillemets bonne pour la santé. Vous allez voir qu'on définit un peu ce qu'on veut dire par là. Et on a également parlé du lien entre le poids et la santé, pourquoi c'est une relation qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on a considérée traditionnellement. Et on parle également de tout ce qui entoure la grossophobie, les diètes et pourquoi il faut revoir justement toute cette tendance de culture des diètes maintenant en 2021. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes des balados, que ce soit sur les réseaux sociaux présents sur Facebook, Instagram, Twitter, également la chaîne YouTube pour les personnes qui désirent voir les versions vidéo intégrales des épisodes. Et sinon, abonnez-vous aux chaînes des podcasts sur Google Podcasts, Spotify et Apple Podcasts. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec le nutritionniste urbain Bernard Lavallée. OK, on est parti. Bernard Lavallée, bon matin, comment ça va? Bonjour, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça faisait longtemps qu'on avait planifié ça. C'était-tu comme avant la pandémie? Oui, exactement. On avait planifié ça, je pense. En fait, je pense en octobre dernier. Ça fait quasiment un an avant la fameuse deuxième vague. Ouais, puis là, ouais, finalement, tout était beaucoup trop compliqué et finalement, il fallait rester chez nous encore une fois. Ouais. Fait que je suis content de te recevoir ce matin. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Puis c'est vraiment... Aujourd'hui, il y a un sujet qui me passionne qu'on va parler. En fait, entre guillemets, une nouvelle passion, la nutrition, qui est comme une révélation pour moi de plein de choses que je prenais pour acquis en termes de knowledge et de faits, puis vraiment qui ont été challengés. Entre autres, dans la dernière année, il y a beaucoup de mouvements qui se sont levés dans le domaine de la nutrition, dans le domaine des diètes. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, certains te connaissent plus sous le nom du nutritionniste urbain. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en 30 secondes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu te décrirais? Puis c'est quoi les enjeux pour lesquels tu travailles ou pour lesquels tu... C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Si j'ai à me décrire vraiment vite, je suis nutritionniste, mais je travaille dans les médias. Je fais de la vulgarisation scientifique. Fait que ma job, là, c'est vraiment d'utiliser tous les médias différents pour être capable de passer pas passer mes connaissances, mais vraiment faire de la vulgarisation, aider les consommateurs à ne pas se faire avoir par le marketing alimentaire, par l'industrie des diètes, par tout ce qu'on entend finalement en alimentation puis en nutrition. Puis mes intérêts principaux, c'est bien sûr la santé humaine, mais c'est aussi la santé environnementale, donc l'impact qu'on a sur la planète. Puis je te dirais que de façon plus large, maintenant, mes intérêts en alimentation sont plus larges. C'est-à-dire que c'est pas juste la nutrition en tant que telle, mais l'alimentation, donc toutes les sphères que ça touche, que ce soit culturel, social, et peu importe. Ce qui est un peu aussi plusieurs enjeux que les gens n'avaient pas en tête avant. J'imagine qu'on voyait beaucoup la nutrition comme des aliments dans notre assiette, des aliments qui ont un impact sur notre santé. On faisait beaucoup ces associations-là, mais les gens maintenant ont été peut-être plus éveillés à l'impact de nos choix alimentaires sur l'environnement, l'impact juste des instances gouvernementales, puis du marketing, puis de tout l'argent qui est autour de cette industrie-là sur nos choix alimentaires, puis même, encore une fois, sur notre santé au final. Officiellement, la nutrition, c'est vraiment la science qui s'intéresse au lien entre les aliments et la santé humaine. Donc oui, ça reste encore ça, sauf que quand tu regardes tous les messages qu'on entend, c'est plus large. Il y a comme plein de gens qui s'intéressent à la nutrition puis qui veulent influencer la façon dont on mange. Et donc, oui, quand moi, je dis que je m'intéresse, mettons, à l'impact environnemental des aliments,
c'est pas de la nutrition en tant que telle. C'est Ouais, juste que moi, exact. je m'intéresse à l'alimentation dans son ensemble. Puis je pense que comme nutritionniste, j'ai comme une certaine responsabilité de pas voir les aliments comme juste des nutriments, mais de le voir de façon plus large, puis de penser à tous les impacts que ça peut avoir quand je conseille à quelqu'un ce qu'il devrait manger ou pas. Là, ouais. Mais on en reparlera éventuellement parce qu'il y a beaucoup de liens que toi, tu fais en lien avec comment tu vois beaucoup plus large que juste les aliments et la nutrition. Puis moi, depuis mes années de pratique, comment ma façon de voir les blessures et la douleur et la physiothérapie et même juste la santé publique en général a complètement shifté. Souvent, je dis que maintenant, guérir les blessures, c'est plus une question de comment il faut faire, c'est plus une question de comment on gère les êtres humains en douleur et en blessure. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens où quelqu'un qui a mal au dos, OK? On en voit beaucoup, c'est une des blessure, entre guillemets, ou une des douleurs qui fait le plus souffrir en termes de douleur chronique. Guérir un mal de dos, comme la blessure, le tissu, la pathologie, c'est facile. C'est vraiment facile. Ouais. On si sait tu comment avais un faire. petit muscle dans un pot, ce serait vraiment facile. Exactement, OK? Mais guérir Madame X qui a un mal de dos, qui est en arrêt de travail, qui se fait appeler chaque semaine par son employeur pour y faire de la pression pour revenir au travail, qui en plus est monoparental, et qui a un conflit avec son adolescente parce qu'elle est en crise d'adolescente, et qui, en plus, connaît son oncle qui a déjà eu un cancer lombaire dans le bas du dos. Donc, tous ces éléments-là s'en vont dans le même tiroir qui est la perception que a cette madame-là sur sa douleur lombaire. Fait que c'est tellement multifactoriel, puis c'est là qu'on rentre dans la sphère, tu sais, biopsychosociale de tout ce qui peut influencer une douleur et une blessure pour moi parce que c'est ce que je connais. Ouais. Mais toi aussi, dans ton domaine en nutrition, les notions sociales et les notions psychologiques et les notions physiques sont tout autant importantes les unes que les autres dans ce que toi tu fais en nutrition. Absolument. Puis tu vois, je trouve ça intéressant parce que moi, évidemment, je ne fais pas de clinique du tout. J'en ai jamais fait de ma vie à part dans mes stages à l'université. Puis c'est là que j'ai réalisé. En fait, ça, je le dis souvent quand même parce que la raison pour laquelle je n'ai pas choisi la voie, ben, il y avait plusieurs raisons, mais une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de ne pas travailler en clinique ou avec des patients, des clients, c'est que j'avais peur de fucker les gens. Ouais. Puis que j'ai réalisé que mes connaissances étaient sur comment traiter un corps avec des aliments qui contiennent des nutriments. Ben, c'était ma perception, encore une fois. Mais quand j'ai terminé mon bac, je me suis dit, puis je pense qu'on a eu comme un dernier cours à la fin où est-ce que c'était de la consultation, puis j'ai fait attends, mais il y a tout l'aspect psychologique aussi. Puis j'ai fait, mais non, si je dis quelque chose à quelqu'un, ça peut être interprété de 12 façons différentes. En tout cas, bref, je n'ai pas besoin de t'expliquer. Je comprends. Grosso absolument. modo, donc bref, même si je ne fais pas de consultation, mes messages sont quand même teintés de ça, c'est-à-dire que moi, je parle à des êtres humains qui vivent dans la vraie vie. Je ne parle pas à des êtres théoriques ou à des corps. Je parle à des êtres humains dans la vraie vie qui ont toutes leurs connaissances différentes, qui ont toutes leurs vies différentes, qui ont plein d'aspects sociaux, psychologiques et tout ça. Donc, j'essaie toujours de prendre en compte tous ces aspects-là dans tous les messages que je vais dire. Je ne peux pas juste me baser sur la science de la nutrition pour donner des conseils. Pour moi, c'est totalement incomplet de faire ça. Ouais, puis tu vois, même moi, dans ce que tu dis, moi, je me reconnais dans le sens où les mots que j'utilise, je les considère tellement importants et avec un pouvoir potentiel. Absolument. Autant un pouvoir potentiel néfaste que positif. Tu sais, les mots que je peux dire peuvent changer la vie de quelqu'un de façon positive à penser que finalement, c'est pas grave, puis je peux courir. Je vais pas détruire mes genoux en courant, tu sais. Mais d'un autre côté, si je dis à quelqu'un, en ce moment, chaque fois que tu fais beaucoup de tâches avec le dos arrondi, c'est ça qui irrite ta blessure. Fait que temporairement, il faut que tu fasses un peu moins de dos rond. Mais ça, c'est mon message, je veux dire, en ce moment, très temporairement, il faut que tu limites la quantité de dos rond. Mais les gens pourraient dire, le dos rond cause des blessures. Le dos rond est dangereux. Fait que la façon qu'on le dit, il faut vraiment que ce soit nuancé, puis il faut s'assurer qu'il y a le moins de gap possible entre l'intention qu'on porte de nos messages et le message perçu. Tu sais, le fameux dilemme dans la communication, finalement. Ouais, puis je pense, puis encore une fois, toi, tu parles à quelqu'un en face à face, donc tu es capable d'adapter aussi ton discours, ou du moins c'est ce qu'on devrait faire dans un monde idéal, adapter son discours à la compréhension de la personne, à sa vie. Tout à fait. Tu es capable de le faire de façon beaucoup plus précise que moi, ce que je suis capable de faire, parce que je m'adresse à des larges publics. Donc jamais je pourrais être aussi pointu, aussi précis que ce que toi, tu es capable de faire. Donc, nos impacts sont différents l'un de l'autre. Je pense que chacun a sa place, mais probablement que toi, tu as un impact beaucoup plus grand sur la vie de cette personne-là, versus moi, je vais aller comme
éveiller des consciences. Exact, sans ouais. Tu sais, ça un terme Ouais, quasiment le genre terme gourou, woke, là, là, oui, ouais. non. Mais comme juste semer des petites graines dans la Ouais. tête des gens puis les faire réfléchir sur l'alimentation, c'est Mhm. tout ce que je peux prétendre à faire. Mais je ne prétends pas que je suis même capable de modifier des comportements chez des gens. Je pense pas que les médias, ce soit la plateforme pour le faire de toute façon. Mhm. Ouais, je comprends. Toi, ça fait combien d'années que mettons, que tu pratiques dans les médias ou que tu as gradué? J'ai gradué il y a 10 ans. J'ai Ok. gradué de mon bac. Ouais. Donc, ouais. Puis après, j'ai commencé ma La maîtrise. maîtrise. Tout de suite, donc 2 ans de plus. Fait que ça fait genre 7 ans à peu près. Là, ouais, à peu près 7 ans ou 8 ans là, Ok. que je Fait que travaille Dans comme ce, communicateur. dans ce laps de temps-là, c'est quoi les enjeux en lien avec la nutrition ou comment ton regard face à la nutrition a changé? Puis, mettons, avec des exemples concrets de qu'est-ce que tu remets en question maintenant en 2021 ou pourquoi il faut revoir notre façon de voir la nutrition? Si je peux juste te faire retourner une mini-affaire en arrière pour te dire que moi, j'ai toujours travaillé en communication et je travaillais pour un groupe qui s'appelait Extenso à l'époque, qui était à l'Université de Montréal. Et donc, mon premier travail, ça a été de faire de la communication en nutrition. Et ce qui m'a amené par la suite à partir de mon blog puis à commencer à faire mes propres trucs, c'est parce que j'avais des irritants dans la façon dont on me demandait de communiquer la nutrition. Donc, un exemple, là, parce que pour moi, c'est... Puis c'était très années 90, années 2000, là, c'était très dans cette période-là, c'était correct, c'était comme ça qu'on en parlait, mais c'était de dire, mettons, OK, on va regarder, je sais pas, la caféine et son impact sur le sport, la caféine et son impact sur le sommeil, la caféine... Puis là, c'était genre, tu as 12 articles sur la caféine et chacun des impacts que ça peut avoir sur chacun des... Là, je te donne une molécule, mais imagine le nombre de vitamines, de minéraux, de tout ce que tu peux faire. Donc, pour moi, je me disais... Mais attends, là, on mange pas de la caféine, on mange pas du magnésium, ça marche pas. Puis comme moi, là, comme si j'ai 12 articles sur le magnésium, puis qui disent toutes des choses différentes parce que un va dans un sens, pas parce que c'est bon pour telle chose, puis c'est pas bon pour telle... Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Donc, ça fait partie des trucs qui m'irritaient un peu, puis qui m'ont fait communiquer d'une manière différente, puis d'une façon qui était plus globale, si on veut, ou le terme qui est comme qui n'est pas bien vu, mais holistique. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une connotation péjorative ou négative, ce terme-là. Pourtant, c'est simplement de voir... Dans son ensemble. Ouais, c'est vraiment d'essayer de voir au complet. Puis la médecine aujourd'hui, ou la santé, on le voit de façon très réductionniste. En nutrition, on appelle ça le nutritionnisme. Donc, vraiment de regarder juste des petites choses, donc des nutriments, des molécules. Mais le domaine de la santé, souvent, est très réductionniste, c'est-à-dire qu'on regarde tout quelque chose. On est rendu plein de professionnels dans plein de domaines différents. On a chacun notre spécialité. C'est normal. Souvent, on ne se parle pas. Mais c'est ça. Ouais. On se parle pas, donc on regarde chacun des aspects différents, puis on n'est pas capable de les intégrer ensemble, puis de se dire, ben, à la fin, c'est une personne qu'on traite, c'est pas genre, justement, un dos, un estomac. Donc, moi, j'essaie vraiment d'avoir une vision un petit peu plus globale. Évidemment, je reste dans mon champ d'expertise, l'alimentation, mais d'essayer de le voir comme d'autres aspects de la vie, puis pour moi, c'est vraiment important. Tu as parlé de nutritionniste, justement. Tu as déjà parlé de ça beaucoup sur les différents plateaux auxquels tu es invité. Concrètement, d'où ça vient? Qui a créé ce terme-là ou ce concept-là? C'est quoi des exemples concrets, même en lien avec comment le marketing alimentaire a utilisé le nutritionniste pour nous faire avaler plein de croyances et de façons de voir la nutrition? Donc le nutritionnisme, c'est un concept qui a été développé par Georgie Skrenis. C'est un professeur de politique alimentaire à l'Université de Melbourne, en Australie. Je ne pourrais pas dire exactement quand il a développé ce concept-là. Ça fait au moins 10 ans. Comme son livre « Nutritionism » est sorti en 2013, mais il avait déjà écrit dans la littérature scientifique sur le sujet auparavant. Donc, puis, tu vois, il y a d'autres penseurs, d'autres personnes qui ont réfléchi à ça puis qui ont trouvé d'autres termes qui sont sortis un peu en même temps. Là. Tu vois que tout le monde était comme travaillé à tâtons, genre le réductionnisme nutritionnel, mettons. Mais qui est le même genre de concept. Alors, c'est quoi le nutritionnisme? C'est vraiment En fait, c'est né en même temps que la nutrition. Parce que je t'ai dit, la nutrition, c'est l'impact des aliments sur la santé. Mais réalistement, c'est pas ça. Réalistement, la nutrition, la nutrition, elle est née quand on a découvert que dans les aliments, il y avait des nutriments, donc des vitamines, des minéraux. Puis que si on mangeait les bonnes quantités de ces nutriments-là, ça allait avoir des impacts sur la santé. Puis au départ, ça a vraiment bien fonctionné parce qu'on était dans une période où on avait des carences nutritionnelles. Donc, tu sais, le scorbut, le rachitisme, le beriberi, c'est des maladies
qu'il y avait beaucoup dans les populations, puis qui était causé parce qu'il manquait une vitamine, mettons. C'était une carence. Une carence, Ouais. exactement. Donc, mettons, le scorbut, c'est la carence en vitamine C. Donc, quand on a découvert que dans les aliments, il y avait de la vitamine C, puis qu'on pouvait guérir ça en simplement donnant une molécule, on s'est dit, wow, la nutrition, c'est merveilleux, c'est magique. Enfin, on a enfin découvert qu'est-ce qui avait des impacts sur la santé, puis si on est capable de trouver exactement les bons ratios de nutriments, puis les bonnes choses à donner aux gens, on va guérir toutes les maladies du monde, on va être capable de tout régler. Finalement, un peu comment on développe un médicament. Problème, c'est une maladie, une molécule, on règle le problème. Ouais, puis tu sais, je suis vraiment pas un pro des médicaments parce que tu sais, je sais que souvent il y a comme plus qu'une voie d'action à peu près à n'importe quelle molécule, mais grosso modo, oui, c'est un peu le même genre de principe. Donc, à l'époque, ça a vraiment bien fonctionné, mais notre réflexion sur la nutrition est restée dans le même concept. Et donc, même quand les maladies chroniques ont commencé à apparaître dans les sociétés, donc maladie du cœur, cancer, diabète, mais puis encore aujourd'hui, on continue à réfléchir à la nutrition de la même façon, c'est-à-dire qu'on se dit, ben, il faut trouver c'est quels nutriments qu'on devrait donner ou quels nutriments qu'on devrait enlever pour guérir ces maladies-là. Et là, quand tu regardes l'histoire des guerres nutritionnelles, tu te rends compte qu'à une certaine période, on était tous contre le gras. Après ça, c'était comme tout le monde contre le sucre. Après ça, les gras trans. Après ça, je sais pas, ben, en ce moment, les glucides en tant que tels, avec gluten. La diète keto, le gluten, c'est un autre super bon exemple. Donc, on essaie toujours de trouver c'est qui le coupable qu'on devrait retirer de notre alimentation pour être capable de guérir. C'est ça le nutritionnisme, c'est vraiment de déconstruire les aliments dans leurs composantes, puis plutôt que de les regarder comme des aliments entiers, de regarder juste ce qui se trouve à l'intérieur. Puis le marketing alimentaire, ben, tapons sur la tête du marketing alimentaire en premier, on va taper sur ma tête de profession après ça, mais le marketing alimentaire a beaucoup réutilisé ça pour vendre des produits. Donc, par exemple, je sais pas moi, un produit qui va dire sans sucre ajouté, ou qu'on va dire très bonne source de calcium, des trucs comme ça. Donc vraiment, on va mettre de l'avant des nutriments pour t'encourager à les consommer. Mais même au-delà du marketing de l'industrie agroalimentaire, on le retrouve dans plein d'autres sphères de nos vies. Moi, je pense justement à ma profession, quand on utilise des expressions, quand on parle, mettons, de protéines végétales. On va dire, on ne mange pas des protéines végétales, on mange des légumineuses, du tofu, du tempeh. Puis, tu sais, le guide alimentaire canadien, tu sais, si tu le regardes, le nouveau, parce qu'il est récent. Le nouveau, 2019, le plus récent. Là. Moi, je veux plus l'appeler le nouveau parce que si on continue à l'appeler le nouveau, ça va donner une raison pour pas le renouveler. Ah, c'est bon ça. Le dernier guide alimentaire donc, le plus récent qui date de 2019, donc ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti, même on s'approche du 3 ans déjà. Ce qui donne comme conseil, comme dans l'assiette, c'est mange des fruits puis des légumes, mange des grains céréaliers, puis mange des protéines, des aliments protéinés. Donc, tu vois que même dans nos façons de parler des aliments, en santé, très souvent, ces termes-là vont revenir. Je pense à quoi? Mettons, calories vides. Okay, tu as sûrement déjà entendu ça. Des aliments à calories vides, ça veut dire quoi? Ça veut dire des aliments qui ont beaucoup de calories, mais pas beaucoup d'autres nutriments qui seraient bons pour la santé. Mais ça n'a pas rapport. C'est vraiment des termes qui sont nés avec le nutritionnisme. C'est des façons qu'on utilise pour essayer peut-être de vulgariser, mais ça ne marche pas. Ou un autre truc que moi, j'entends beaucoup en nutrition, puis si tu reçois des nutritionnistes, en tout cas, sans partir de débat, mais en nutrition sportive, très souvent, je le vois passer, c'est comme combien de protéines tu devrais manger. Puis on dit qu'il faut que tu manges 0,8 grammes de protéines par kilo. Ouais, par kilogramme de ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour quelqu'un? Il faut que tu manges 0,8 grammes de protéines par kilo de ton poids. Mettons, je dis ça à quelqu'un. Aucunement concret. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, ça veut-tu dire 0,8 grammes de viande? Ça veut-tu dire 0,8 grammes de légumineuses? Ou comment? Ce qui n'est pas le cas. Donc, déjà, c'est quoi une protéine? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, moi, quand je mange? Puis, en plus de ça, donc, effectivement, c'est pas 0,8 grammes de viande, parce que la viande n'est pas 100% constituée de protéines. Alors, hey, quand tu dois sortir ta calculatrice pour savoir combien tu dois manger, il y a un méchant problème. Là. C'est impossible de savoir qu'est-ce qu'on ingère au final. Aussi précisément qu'on prétend pouvoir le faire, par exemple, dans le monde de la diète, du calcul, des journaux alimentaires. Même quand on pèse nos aliments, je suis sûr que la même pomme du même poids, 2 pommes du même poids peuvent contenir pas complètement différent, mais une variété en termes de proportion, puis qu'il y a une marge d'erreur dans tous les nutriments, entre guillemets, absolument, parce que des aliments, c'est quoi? C'est des organismes vivants à la base. C'est des plantes ou des animaux qui ont vécu dans un environnement quelconque, puis qui ont été transformés d'une certaine façon. Puis à chacune de ces étapes-là, tu peux avoir des modifications dans la quantité de nutriments qui vont se retrouver à l'intérieur. Un exemple que moi, je donne très souvent, c'est celui des pommes, justement, parce que tu prends le même pommier, puis
la pomme qui a poussé au bout de la branche puis celle qui a poussé au milieu de l'arbre, donc la même branche du même pommier, n'aura pas la même. Il n'y aura pas les mêmes teneurs, mettons, en vitamine C à l'intérieur de la pomme. Donc, quand tu arrives à l'épicerie, tu n'as aucune idée de combien de nutriments tu as à l'intérieur de tes aliments, de 1. De 2, même sur les aliments transformés qui ont une étiquette, parce qu'on a là, l'étiquette nutritionnelle. La valeur nutritive. Oui, exactement, qui vont nous dire combien de nutriments se retrouvent à l'intérieur de certains nutriments choisis. En passant, ça, c'est autre chose. C'est un portrait très partiel de la valeur nutritive des aliments. Ben, il y a une marge d'erreur de 20% là-dedans. De 20%? Oui, parce que c'est impossible de se dire qu'on va avoir exactement le bon chiffre parce qu'il y a une variation naturelle qui se produit dans les aliments. Fait que si, mettons, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un fait un yogourt aux fraises avec des vraies fraises, puis que pendant l'été au Québec, il prend des fraises du Québec, puis que pendant l'hiver, il prend des fraises de la Californie parce qu'il n'y a plus de fraises du Québec, ben, ça va changer la valeur nutritive, c'est sûr. C'est des produits différents, là. Donc, c'est un exemple, mais c'est juste pour te dire que comme consommateur, même je vais vous dire comme mangeur, donc comme personne qui mange, on ne sait pas combien de nutriments on ingère. On ne sait pas combien de nutriments sont métabolisés dans notre corps parce qu'on a toute une génétique différente. Donc, ça veut dire que moi et toi, on peut manger la même chose, mais on ne va pas absorber la même chose. Donc, pour moi, il faut qu'on enlève cette obsession sur les calories, sur les nutriments, sur les vitamines parce que c'est comme si on fait semblant aux gens qu'ils ont le contrôle sur quelque chose, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas le contrôle, puis ça amène encore plus de stress, je pense, dans nos vies qu'autre chose. Donc, est-ce que toi, tu serais d'avis de dire que c'est à la limite une perte de temps et inutile et même potentiellement néfaste en lien avec les effets psychologiques négatifs de tout cet aspect-là de calculer, surveiller les nutriments, chercher les valeurs nutritives, s'assurer qu'on essaie d'atteindre l'équilibre parfait alimentaire? Oui et non. Dans le sens où il y a certaines personnes qui ont des problématiques de santé, mettons des gens diabétiques, où eux, calculer les glucides, c'est essentiel dans leur traitement, par exemple pour être capable d'ajuster leur insuline ou des trucs comme ça. Donc, oui, en ce moment, il y a certaines personnes pour qui je pense que c'est absolument essentiel, c'est nécessaire, mais je te dis ça, mais en même temps, des personnes diabétiques qui calculent leurs glucides, ça peut aussi amener à des problèmes de contrôle extrême. Là, tu comprends? Donc, c'est une problématique qu'on connaît bien. Donc, oui, c'est ça. C'est comme une espèce de mal nécessaire, si on veut. Mais dans la population générale des gens en santé habituelle. Moi, je pense que non. D'autant plus qu'on est dans une société où on a accès à une diversité d'aliments. C'est-à-dire que quand tu es dans des populations, mettons, où justement il manque d'aliments, parce que, encore une fois, je retourne en arrière, moi j'aime beaucoup l'histoire de la nutrition, mais si tu retournes en arrière, là, 1942, premier guide alimentaire, okay? C'est en période de guerre. Okay? Donc, on manque de nourriture et justement, il faut s'assurer que les gens remplissent tous leurs besoins nutritionnels dans un contexte où il n'y a pas suffisamment de nourriture. Alors là, dans ce contexte-là, oui, c'est pertinent de dire « bois un verre de lait, mange une orange » parce qu'on sait que c'est nécessaire puis que comme il n'y a pas infini de nourriture, ben, on va leur dire qu'est-ce qu'ils devraient consommer pour s'assurer qu'ils ont tout. Mais aujourd'hui, on a accès à une diversité alimentaire qui nous permet de remplir tous nos besoins de manière générale. Puis je pense que, justement, des conseils aussi niaiseux que de manger beaucoup de fruits et de légumes, puis de manger diversifié, puis de manger à ta faim, bien, ça convient, c'est suffisamment simple et ça convient à une très grande majorité de personnes pour remplir tous leurs besoins sans se questionner davantage. Donc, en suivant ce que tu viens de dire, le fait que le guide alimentaire est tout le temps construit, conçu dans le contexte actuel, c'est tout le temps déterminant de quel genre de contexte on est actuel. Et c'est dépendant du contexte individuel de chacun, sa capacité à l'appliquer plus ou moins bien. Fait que est-ce qu'il n'est pas en quelque sorte discriminatoire dans la mesure où c'est pas tout le monde qui a le même statut socio-économique, qui a le même, à la limite, je t'avais déjà entendu parler qu'il y a certaines origines ethniques qui n'ont pas la même capacité de digérer le lactose, entre autres. Fait que dans le conseil que le lait était essentiel à une bonne santé, en quelque sorte, c'est discriminatoire à ce niveau-là parce que c'est même pas 50% des êtres humains sur la planète Terre qui ont la capacité de le digérer, qui sont... Il y a plus d'intolérants au lactose, finalement, que de tolérants au lactose, Fait que on dirait qu'il y a plein d'aspects comme ça qui rend l'incapacité des gens à appliquer ces recommandations-là. C'est comme dire les normes pour l'activité physique, là, ben, les gens qui sont dans un endroit où ils n'ont pas de service d'installation, d'activité physique, de gym, de cours d'éducation physique et tout ça, c'est en quelque sorte aussi, entre guillemets, discriminatoire, où c'est pas applicable et
accessible à tous. Mais j'ai le goût de te... Parce que je me dis, qu'est-ce qui est discriminatoire? Tu sais, on vit dans une société inégale. Est-ce que c'est pas ça le problème en tant que tel? Ouais. Tu sais, parce que mais c'est vraiment une question ouverte, puis j'ai pas la réponse réellement, mais parce que oui, je pense que les outils peuvent être discriminatoires. Donc, l'exemple du lait dont tu as parlé, comme je l'utilisais souvent justement pour parler de ça, parce que c'est vrai qu'à une certaine période, donc, les recommandations officielles ne pouvaient pas s'appliquer à tous, mais d'un point de vue strictement génétique. Là, Mais après ça, les recommandations actuelles, en fond, là, j'ai tellement pas la réponse à ta question. Mais je comprends la question que tu relances. Je me dis, quelqu'un qui n'a pas les moyens, mettons, pour s'acheter de la nourriture suffisamment ou comme selon les recommandations. Mais les recommandations en ce moment, tu n'as pas d'aliments prescrits. Là. Tu comprends? C'est manger des fruits et des légumes qui peuvent être congelés, frais, en conserve, de différents types, des grains entiers. C'est plus qu'il faut trouver des solutions à ce que ces personnes-là, justement, aient un meilleur environnement social et économique. Mais je veux dire, en même temps, je comprends que c'est la réponse facile. C'est comme, ben là, il faudrait que tout le monde soit égal. C'est sûr que c'est comme facile à dire, beaucoup plus difficile à appliquer. Mais effectivement, je pense quand même que quand on établit des recommandations nutritionnelles ou alimentaires, il faut penser à toutes les strates de la population, puis se dire, OK, est-ce que le message que j'envoie en ce moment, tout le monde serait capable de l'appliquer, ou du moins une très grande majorité de la population serait capable de l'appliquer? Ça, je pense que c'est important d'avoir ces réflexions-là. Puis, mettons, en ce moment, le guide alimentaire, moi, je le vois pas nécessairement comme étant discriminatoire. Peut-être que dans 5 ans, je vais le regarder d'un autre œil, puis je vais avoir trouvé d'autres... justement, tu sais, comme ça va avoir évolué. C'est pour ça que je posais la question en ce moment, ouverte. ma réflexion, c'est que c'est relativement... il est beaucoup plus inclusif, du moins que pas mal toutes les autres versions auparavant, parce qu'il n'y a pas d'aliments prescrits. Tu comprends? Tu peux toi-même choisir les aliments qui t'intéressent. Là où je te dirais qu'il y a une critique qui a été faite et qui est quand même très pertinente, c'est que le guide n'a pas été... le guide de 2019 n'a pas été modifié justement pour s'adresser aux populations ethniques du Canada. OK, un genre d'annexe pour des recommandations plus précises? Ben, carrément des versions différentes. Parce qu'en ce moment, il existe des traductions. Ça veut dire qu'ils ont pris le même guide puis a été traduit dans, mettons, plus qu'une dizaine de langues, si on veut, qui sont les plus parlées, mettons, au Canada. Mais ça, c'est pas vraiment être plus inclusif d'un point de vue de la diversité culturelle, parce que tout ce que tu as fait, c'est prendre quelque chose puis le traduire. Alors que ce que j'entends de la part, par exemple, de collègues qui sont issus de ces diversités-là, c'est que ben non, ça répond pas nécessairement à nous, nos habitudes alimentaires. Quand moi, je regarde cette assiette-là, c'est une assiette de blanc que je vois. C'est pas une assiette de ma culture. Puis je me reconnais pas dans, par exemple, les aliments qui sont mis de l'avant. Donc ça, c'est quand même une critique que j'ai beaucoup entendue. Donc, dans ce sens-là, oui. Tu vois, je suis en train de changer mon fusil d'épaule au fur que je réfléchis. Mais c'est vrai que oui, ça peut être perçu comme un manque d'inclusivité. Mais que moi, je peux pas porter, ou du moins en ce moment, je me considère pas assez instruit dans ce sujet-là pour être capable de le porter, mais c'est des critiques que j'entends de la part de collègues qui sont issus justement de diversité. Fait que concrètement, là, le guide alimentaire, comment ils le construisent, c'est en se basant sur les études qui associent certaines façons de s'alimenter, qui est plus associé à une bonne santé générale. Qu'est-ce qui dit concrètement ce guide-là? Écoute, c'est simple apparemment. C'est super simple, c'est vraiment simple, tu le regardes, c'est grosso modo, donc il montre une assiette, c'est la moitié de l'assiette des fruits et des légumes, un quart de l'assiette des grains entiers. Donc, par exemple? Du quinoa, du riz, du blé, etc. Puis un quart de ton assiette qui sont les aliments protéinés, donc des œufs, du lait, du fromage, du yogourt, du tofu, des légumineuses, etc. Ça, c'est comme le message principal. Après ça, tu as d'autres. Tu as plein de petits trucs. Là. On s'intéresse aussi justement au comportement alimentaire. Donc, on parle du plaisir, de l'importance du plaisir. On parle de l'importance d'essayer de cuisiner en famille, de manger en famille, de respecter sa culture. C'est comme ces aspects-là sont quand même là. Et donc, oui, je pense que c'est une vision qui est un petit peu plus holistique que ce qu'on a vu par le passé, qui inclut aussi des déterminants justement bio-psycho. Exact. Ça considère plus que simplement quel aliment nous permet d'avoir notre corps en santé. Mais c'est la base, oui. Mais il reste que c'est la base. Et il ne faut pas oublier que le guide alimentaire, c'est un outil de santé publique. Donc, ça sert principalement à aiguiller les programmes de santé publique en nutrition, ce qui est cuisiné dans les hôpitaux. Donc, veut pas,
tu sais, moi, je pense à un centre hospitalier, mettons, ou des écoles qui vont cuisiner en se basant sur le guide. On s'entend que c'est des aliments qui s'intéressent, là. Oui, Tu comprends? absolument. Ouais. Donc, je pense que ça reste quand même le cœur du guide, même s'il y a des phrases externes, si on veut, comme qui sont importantes, parce que chaque phrase, je pense, est super importante dans un outil gouvernemental parce que ça a un poids. Mm-hmm. Ça permet après ça, si moi, mettons, je voulais développer un nouveau programme de santé publique, ben, ça me donnerait une espèce de poids pour dire, ben, vous avez écrit telle phrase, genre, vous écrivez que c'est important de cuisiner, mais il n'y a aucun cours de cuisine dans les écoles. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'on pourrait outiller les gens à apprendre à cuisiner? Parce que c'est bien beau de l'écrire sur un bout de papier, mais il faut leur donner des outils pour le faire. Puis de la même façon que si on considère dans le guide alimentaire qu'il faut manger des fruits et des légumes et qu'il faut manger varié, il faudrait s'assurer de mettre l'argent et des moyens en place pour que les personnes qui n'ont pas accès à ça soient outillées pour être capables de se procurer ces aliments-là. Absolument. Parce que les fruits et les légumes, c'est cher. Oui. Souvent. Sauf, oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Il y a des façons quand même de les acheter puis qu'ils soient moins chers, mais tu as tout à fait raison. Il y a des barrières financières, des barrières physiques, donc géographiques en fait. Donc, quand tu vis dans un désert alimentaire, ça veut dire un endroit où, là, je me souviens plus des distances exactement, là, mais je pense que c'est comme 1 kilomètre de distance en ville. Si tu n'as pas de supermarché, puis que les seuls endroits pour t'approvisionner en aliments, c'est des dépanneurs, des restaurants de fast-food. Donc, tu vis dans un désert alimentaire. OK, ouais, c'est un concept qui existe. Ouais, puis c'est des barrières à aller t'acheter des aliments frais parce que tu n'as pas de magasins qui sont proches. Puis très souvent, tu ne seras sûrement pas surpris de l'apprendre, mais les déserts alimentaires, c'est majoritairement dans des quartiers qui sont défavorisés. Donc, les gens, mettons, si tu n'as pas de voiture, puis il faut que tu te déplaces plus qu'1 kilomètre, ben, pour aller faire ton épicerie, puis là, tu reviens, tu t'imagines une madame de, je sais pas, là, 65 ans, là, toute seule, qui doit aller faire l'épicerie, puis qui doit marcher 1 kilomètre avec des gros sacs en plein hiver. Non, là. Non, c'est un non-sens. Exactement. Donc, il y a des barrières. Donc, ça, c'est plus les facteurs environnementaux qui affectent l'accès à la saine alimentation. Puis oui, c'est des problèmes qui sont super importants, puis sur lesquels on doit travailler davantage. Ouais, puis c'est même là où je vois un lien avec la façon qu'on construit nos villes d'un point de vue urbanisme. J'écoutais un podcast cette semaine, puis j'ai oublié son nom, là, j'ai envie de dire Catherine Lemay, mais je ne suis pas sûr si c'est elle, c'est une ingénieure à la Polytechnique, puis elle travaille beaucoup sur tout ce qui est transport, mettons, elle a fait l'étude sur la ligne rose pour Montréal, comment on construit les quartiers, comment on conceptualise les villes, puis elle s'intéresse beaucoup au futur puis les impacts environnementaux, mais pas juste une histoire de on va avoir des voitures électriques, parce que en gros, il va falloir réduire éventuellement le nombre de voitures. Si on a des voitures, on va aimer mieux qu'ils soient électriques, mais puis la façon qu'elle voit aussi, puis qu'elle disait ça, puis le lien avec l'alimentation, c'est que tous les commerces ou tous les besoins de proximité devraient justement être de proximité. Fait qu'une pharmacie, une épicerie, une boulangerie, peu importe, ça devrait être dans un rayon de 15 minutes d'accessibilité à la marche. On construit des quartiers où tous les gens sont isolés, puis pour sortir de ce quartier-là, ils doivent être en voiture. Puis là, tu sais, quand on parle de holistique, puis qu'on parle de voir la nutrition comme un aspect global, ben, c'est le lien avec l'environnement, c'est le lien avec comment les gens ont une accessibilité facile ou non à tous leurs services. Tu sais, moi, ici, je n'ai pas d'épicerie à distance de marche. Tu sais, j'ai un dépanneur ou une toute petite épicerie. Fait que, oui, je peux y aller en vélo puis transporter plein de sacs, mais si je fais une épicerie par semaine puis que je rentre 4 sacs, il faut que j'y aille en voiture. C'est pas si loin que ça, mais trop loin pour y aller à pied. Puis t'es en forme. Exactement. Encore là, certains diront, tu pourrais quand même y aller à pied, puis ils ont raison, mais après ça, il faut que ce soit facile. Si on ne donne pas l'accès facile aux gens, voici les recommandations, maintenant on va vous aider à ce que ce soit facile de les appliquer. C'est la même chose avec l'activité physique. Je l'ai déjà dit dans le podcast, mais on dit qu'il faut faire 150 minutes d'activité physique par semaine, ce qui est comme 22 minutes par jour. Mais pourquoi on n'a pas une période de 20 minutes par jour au primaire, secondaire, au cégep, à l'université, où c'est obligatoire au travail? Pourquoi les employeurs ne paient pas automatiquement des bureaux de travail qui se lèvent, qui sont debout, des bureaux de travail sur des tapis roulants, sur des vélos? Il faut que ce soit facile et accessible pour les gens si on veut qu'ils instaurent ces habitudes de vie-là qui vont être associées à une meilleure santé. Puis tu vois, ça, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ouvre le sujet à responsabilité individuelle versus responsabilité de la société. Oui, collective. Puis très souvent, en alimentation du moins, on met la responsabilité sur les épaules des individus. Donc on dit, il faut que tu manges ça,
pour être en santé, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis les prescriptions alimentaires sont très larges aujourd'hui, donc il faut que tu manges végé, bio, local. Il faut pas que tu gaspilles, faut pas que... Bon, c'est ça. tellement Donc, complexe. on donne beaucoup, beaucoup de consignes ou de conseils pour dire voici comment tu devrais manger. Donc tout ça, c'est sur la responsabilité des épaules des individus. C'est une charge mentale, ça amène du stress. Mais plus j'avance dans mon domaine, plus je réalise comme non, il faut qu'on se batte pour mettre la responsabilité sur les épaules du gouvernement. Parce que c'est eux qui ont le gros bout du bâton en réalité, puis qui peuvent faciliter justement tous ces comportements-là. Puis il y a tellement d'aspects qui pourraient être améliorés, comme justement ceux dont tu as parlé, c'est des super bons exemples. En alimentation, dans l'urbanisme, mettons, là, donc il y a la question des déserts alimentaires, donc oui, d'avoir des commerces de proximité, la question de l'agriculture urbaine aussi. De faciliter ça pour que les gens puissent cultiver, puissent manger des aliments, l'accès à des jardins communautaires. Donc, tout ça, c'est dans les mains des décideurs, en réalité, pas sur les épaules des individus. Puis, ça faciliterait des choix alimentaires qui seraient meilleurs pour notre santé publique, pour l'environnement, mais sans mettre une pression supplémentaire sur les épaules de quiconque. Puis ça, pour moi, je pense qu'on doit vraiment, vraiment commencer à creuser davantage là-dessus, puis en parler. Parce qu'on en parle très peu dans les médias. Puis moi-même, dans ma carrière, quand on me demande de faire des chroniques, j'ai quelques mandats ou quelques contrats où est-ce qu'ils me laissent de plus en plus parler de comme du capitalisme, du gouvernement, puis comme puis je sais qu'ils le font pour me faire plaisir parce qu'ils sont comme oh boy, ok, on va encore entendre un rant sur le capitalisme de Bernard. Mais je pourrais en dire long aussi dans mon domaine là-dessus. Mais la plupart du temps, c'est pas ça qu'on veut que je fasse. Ce qu'on veut que je fasse, c'est que je dise qu'est-ce que je mets dans ma boîte à lunch ou qu'est-ce que je fais pour ci puis pour ça. Je le fais de moins en moins parce que moi, ça m'intéresse de moins en moins, mais c'est ça qu'on recherche des nutritionnistes. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça met toujours la responsabilité sur les épaules des individus. Puis ça me gosse de plus en plus. Mais ça me fait penser, je te donne un parallèle là, avec mon métier. Quand les gens sont en blessure ou en arrêt de travail, puis que c'est une blessure au travail, OK? Les gens qui sont employés au Québec sont couverts par la CNESST. Ils sont blessés, sont couverts par la CNESST pour leur salaire, pour leur physiothérapie s'ils en ont besoin. Dépendamment des employeurs, OK, tu ne seras pas surpris qu'il y a des employeurs qui n'ont pas de bon sens, puis il y a des employeurs qui sont très conciliants. Mais un des plus grands déterminants pour un retour au travail rapide, c'est la présence ou non d'un conflit avec l'employeur. Fait que plus que la sévérité de la blessure, si le contexte du travail est nocif et toxique, le retour au travail est prolongé. Puis ça, c'est supporté par des études depuis quand même longtemps. Malgré ça, les employeurs, beaucoup, qui ne sont pas nécessairement des scientifiques ou des physiothérapeutes ou des médecins, qui n'ont pas ces enjeux-là, vont mettre de la pression sur certains employés. Puis, même des fois, ça va aller plus loin que ça. Ils vont se faire suivre, ils vont se faire appeler, ils vont se faire harceler. Quand ils vont retourner progressivement au travail, les employeurs vont s'arranger pour leur donner les tâches chiantes. Donc, ils vont faire exprès pour mettre le bâton dans les roues. Okay? Puis moi, ces patients-là, j'ai les ai. Ils sont dans ma clinique, ils me parlent de ces enjeux-là. Et ils me parlent même pas de leurs blessures. Ils me parlent de à quel point ils se font chier par leur employeur. Puis, honnêtement, moi, je suis capable de leur dire à ces patients-là, je suis capable de leur dire, en ce moment, l'environnement de travail est un plus gros problème que ta blessure en tant que telle. Puis tant que tu n'as pas plus de gains primaires à retourner au travail, tu risques de continuer à ressentir de la douleur. Parce que, tu sais, quand on fait juste penser au principe d'homéostasie générale, ton corps, ton cerveau, son but, c'est de lutter pour la survie. Ben, si ton travail est un environnement hostile et une menace, entre guillemets, pour ta survie, c'est-à-dire ta santé mentale, ton stress, ton anxiété, il n'y a aucun intérêt à retourner au travail. Mais c'est pas parce que ça ne tente pas de travailler. Tout le monde a envie de s'accomplir et de se sentir compétent, mais il ne veut pas être dans un environnement toxique. De la même façon que s'il y a un conflit à la maison, ça ne tente pas d'être à la maison. Ça ne veut pas dire que ça ne tente pas d'être père de famille puis d'être un conjoint, mais l'environnement dans lequel il est toxique. Fait que tout ça pour dire que comment ça se fait que la CNESST et le gouvernement ne mettent pas de l'argent dans s'assurer qu'il y a quelqu'un qui gère simplement l'aspect d'environnement de travail. Ben oui. Quelqu'un qui s'assure que l'environnement et le retour au travail est bien, qu'il n'y a pas de menace, qu'il n'y a pas de pression, qu'on adapte le poste de travail si la personne est prise sur un petit coin de table avec une chaise puis qu'elle doit faire 10 heures de bureau par jour, tu sais. C'est ma vision un peu dans la façon que toi, tu dis qu'il faut donner accessibilité au marché, à l'épicerie. Fait
on a déterminé que c'est important pour les gens d'être au travail, Mhm. mais on leur paye juste de la physio ou des fois de l'ergothérapie. Ouais. Ou, tu sais, on leur paye pas le bien-être au travail Ouais. ou de s'assurer qu'ils soient bien au travail. Ah, je trouve ça vraiment fascinant de Mhm. t'entendre parler de ça. Tu sais, moi, c'est évidemment pas quelque chose auquel j'ai pensé du tout, puis je connais pas ces études-là, donc Ouais. mais je trouve ça fascinant, puis ça m'étonne pas en réalité, Mhm. parce que c'est, encore une fois, en alimentation, c'est la même chose, là. Ouais. Les gens qui viennent, là, leurs problèmes, puis c'est pour ça aussi que très souvent, on pourra en reparler un peu plus, mais tu sais, quand on commence à parler du poids, des Ouais. diètes, tout ça, le problème, c'est pas vraiment ce que les gens ils mangent ou mangent pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils mangent ou ils mangent pas ces choses-là, puis Ouais. très souvent, justement, ça vient de comme leur environnement, puis comment ils se sentent, puis leur Mhm. santé mentale, puis tout. C'est bien plus important ces questions-là que qu'est-ce qui se retrouve vraiment dans l'assiette. Oui, au final, oui, ça a une influence, mais il y a tellement plus Ouais, que c'est ça. multifactoriel. Fait que je trouve que c'est exactement la même chose, là. Puis basé, tu sais, basé sur le guide alimentaire, qui est pas nouveau, c'est le dernier guide alimentaire. Toi, c'est quoi ta définition à toi d'une alimentation saine? Comment tu la définis, toi? Tu sais, quelqu'un qui te parle et qui te dit, tu sais, c'est quoi pour toi l'alimentation saine? C'est quoi ta vision de ce que ça devrait être? Ouais. Pour moi, c'est. Puis tu vois, ma définition change un petit peu avec le temps. Ouais. J'en avais une dans mon livre qui est sorti en 2018. Ouais. Je terminais genre sur une page avec 5 conseils. Puis ces conseils-là étaient basés, ben, ils le sont encore basés sur la science, mais que j'essaie de comme distiller à son, tu sais, au plus simple possible. Ouais. Qui finalement est quasiment pas mal que ce que le guide alimentaire a fait. Mais grosso modo, de manger en majoritairement des plantes, donc Ouais. des végétaux, d'écouter sa faim, d'avoir du plaisir, Mhm. de manger moins transformé. Donc, des conseils qui, justement, sont vraiment très, très simples et qui sont basés sur la science. Ouais. Mais maintenant, j'ai comme le goût d'encore plus te simplifier ça puis te dire, pour moi, là, la base d'une saine alimentation, c'est une façon de manger qui marche dans ta vie puis qui te fait plaisir. Mhm. Point. Ouais. Parce qu'on a tous des contextes de vie qui sont très différents. Puis ça se peut des fois que, ben, ce soir, commander du resto sur une application, ça soit ça la chose la plus bienveillante que tu peux faire pour toi, pour comme pas craquer puis comme te mettre à pleurer ou tu sais, Ouais, je sais quoi, ouais, parce ouais. que c'est comme un truc de plus. Ouais. Donc, il y a des fois où ce que tu vas manger d'un point de vue nutritionnel n'est absolument pas en accord avec ce que justement le guide alimentaire dit ou selon ce que la science dit, mais ça veut pas dire que c'est pas la chose que tu devrais faire quand même. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça. Pour moi, là, vraiment, la saine alimentation, là, c'est vraiment juste une façon de manger qui marche dans ta vie et qui te fait plaisir. Puis, je t'entends souvent parler de... ben, tu sais, le guide alimentaire parle des aliments peu transformés, très transformés, puis qu'on devrait, je sais pas si je l'ai bien catégorisé, là, puis qu'on devrait consommer le plus possible d'aliments le moins possible transformés, c'est-à-dire tous les aliments qui sont pas dans un emballage, finalement, là, souvent, là. Des aliments entiers. Comment, tu sais, on a beaucoup catégorisé les aliments dans les dernières années ou historiquement, tu sais, ça, c'est des bons aliments, on doit en manger beaucoup. Ça, c'est des moins bons aliments, il faut en manger moins. C'est quoi la place de cette façon de voir les aliments? Puis est-ce que c'est une nuance à faire? Parce que on le sait qu'il y a une certaine catégorie d'aliments que si on en mange beaucoup, c'est associé à une moins bonne santé. Et vice-versa. Fait que comment on fait l'équilibre entre ces deux concepts-là? Moi, c'est ça qui me fascine, tu sais. J'ai arrêté de dire les gâteaux, c'est pas bon. Mais comment on trouve l'équilibre dans tout ça, dans cette façon de voir l'alimentation? La personne qui va trouver la réponse à cette question va gagner un prix Nobel. Okay? Ça, je te dis. Vraiment, là, en ce moment, c'est la question qui m'obsède. Puis ça fait là, au moins 1 ou 2 ans là, que c'est probablement la chose qui m'obsède le plus. C'est comment être capable de concilier les conseils nutritionnels. Donc, justement, que la science nous montre qu'il y a certains types d'aliments qui ont des impacts différents sur la santé. Ça, c'est objectif. Puis, communiquer ça aux gens sans tomber dans la morale. Donc, sans tomber dans le bon et le mauvais. Puis, les bonnes personnes mangent ci, puis les mauvaises personnes mangent ça. Donc, peut-être juste pour, mettons base sur les aliments transformés, ultra transformés. Okay? Ça, donc, c'est un concept. Donc, c'est une équipe de chercheurs au Brésil qui a développé ça. Ouais, le guide alimentaire est en partie inspiré de celui du Brésil? Ou... Oui, OK. Oui, mais ils n'ont pas accepté de se mouiller au complet. OK, si je t'explique. Donc, oui, effectivement, le guide alimentaire brésilien était un des premiers guides, un des premiers guides à casser le moule
traditionnelle des guides alimentaires on met des catégories d'aliments, puis des portions, puis combien tu dois manger, puis à s'attarder davantage à justement des conseils plus qualitatifs sur cuisiner à la maison, avoir du plaisir, penser à ta culture, ces choses-là. Effectivement, le guide alimentaire canadien de 2019 s'est inspiré de ça, puis c'est en train de se répandre un peu partout. C'était très inspirant en santé publique. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une équipe de chercheurs au Brésil qui a développé un concept de catégorisation des aliments, encore une fois quand même, qui s'appelle NOVA. Puis NOVA, c'est quoi? C'est vraiment de regarder... Puis il y a un chercheur justement qui est à l'Université de Montréal, Jean-Claude Moubarak. Ouais, je le connais. Qui justement comme était dans cette équipe-là. Lui, il a fait son doctorat ou post-doctorat dans cette équipe-là. Maintenant, il est professeur au département de nutrition de l'Université de Montréal. C'est quelqu'un que j'adore vraiment. Puis, donc, NOVA, c'est quoi? C'est classer les aliments selon leur degré et les types de transformation. Donc, tu as les aliments frais et peu transformés. Donc, des plantes puis des animaux, grosso modo, que tu manges frais. Là. Des fruits, des légumes frais, bon, tout ça. Tu as les ingrédients culinaires. Donc, des ingrédients culinaires, c'est, mettons, du sucre, du sel, de l'huile. Donc, c'est des aliments que généralement, tu ne manges pas comme de même à la cuillère. Ouais. C'est juste comme tu les utilises pour cuisiner des repas frais, avec des aliments frais à la maison. Tu as les aliments transformés, qui ça sont des aliments frais. Donc, mettons, je prends des légumes, on va dire. Puis là, je fais des conserves avec des légumes, puis je mets du sel dedans. Bon, mais j'ai un aliment transformé. Puis finalement, tu as des aliments ultra transformés. Un terme qu'on a entendu beaucoup plus dans les dernières années. Ouais. Puis des aliments ultra transformés, ça, c'est toutes des formulations industrielles qui contiennent très peu d'aliments frais et qui contiennent surtout des ingrédients culinaires et des produits très, très, très transformés, raffinés et qui subissent des transformations que tu ne pourrais pas faire toi-même à la maison parce que ça peut juste se faire en usine. Ouais. Mais ça, c'est quoi ces aliments-là? C'est donc les gâteaux, les biscuits, les bar-tendres, les céréales à déjeuner, la crème glacée, les repas prêts à manger... Bref, une bonne partie de ce qui se retrouve à l'épicerie, là, on ne va pas se le cacher, dans les allées du centre, de manière générale, dans des emballages. Ces aliments-là, souvent, ont justement des emballages très attrayants, très colorés. Avec des bonhommes. Avec des bonhommes ou des allégations santé aussi, très souvent. Donc, plein de mots écrits pour nous inciter à les acheter. Puis, grosso modo, donc ça fait quand même... J'ai goût ça fait quasiment au moins 10 ans là, que Nova existe et qu'on s'y intéresse beaucoup, de plus en plus en sciences. Puis toutes les études continuent là, de pointer à peu près dans la même direction. Les gens qui mangent plus d'aliments ultra transformés sont en moins bonne santé que ceux qui en mangent moins. Est-ce qu'on considère là-dedans le restaurant? Ça dépend. Où est-ce que ça rentre là-dedans? Donc, ça dépend vraiment des types de restaurants. Puis justement, le guide, je me souviens plus si le guide alimentaire canadien en parle. C'est drôle, mais le guide brésilien, lui, fait vraiment la distinction. Donc, un restaurant qui cuisinerait des plats comme à la maison, c'est ça. Ben, c'est pas la même chose qu'un restaurant de fast-food. Oui, exact. C'est pour ça. Donc, on s'intéresse vraiment à la nature des aliments. Donc, si tu penses à, mettons, si tu prends une pomme, donc une pomme entière, du jus de pomme, ou une tarte aux pommes, ou genre, je sais pas, là, un biscuit à la pomme, tu sais, ça va pas avoir le même impact sur ta santé. Okay. Donc, c'est vraiment sûr. Donc, un restaurant de fast-food rentrerait généralement dans des aliments ultra transformés. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant aussi avec Nova, c'est que c'est un peu plus holistique comme façon de le voir. Du moins, ça nous aide à sortir du nutritionnisme. Ouais. C'est-à-dire que plutôt que de continuer à considérer les aliments comme notre guide alimentaire le fait en ce moment, donc des fruits puis des légumes, des grains céréaliers puis des aliments protéinés, donc basés sur les nutriments, on se base sur la transformation que les aliments subissent. Donc, c'est une autre façon de le voir. Peu importe l'aliment en tant que tel. C'est son degré de transformation. C'est vraiment le degré et les types de transformation. Et donc, peu importe les nutriments qui contiennent à l'intérieur, c'est pas ça l'important, c'est vraiment comme comment il a été transformé. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de rejeter le nutritionnisme puis de se dire, en fait, même pas de le rejeter. Pourquoi je dis que c'est holistique, c'est que ça fait des décennies qu'on a plein d'études qui pointent le sucre, qui pointent le gras, qui pointent, ou tu sais, mettons les gras trans, les gras saturés, comme plein de nutriments différents, mais jamais à eux seuls, ils sont capables vraiment d'expliquer les problèmes de santé. Mais Nova prend toutes ces données-là, puis dit, ben, c'est quoi les aliments qui contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de gras, beaucoup de trans, beaucoup de transformations? Whoop, on a une catégorie d'aliments, puis on se rend compte que ben, c'est ces aliments-là, probablement, donc, c'est plus holistique parce que c'est basé sur des décennies de recherche. Puis aujourd'hui, quand on s'intéresse juste à Nova, on continue à se rendre compte que oui, les gens qui mangent plus de ces aliments-là ont plus de problèmes de santé. Donc, il y a clairement quelque chose qui est très intéressant. Est-ce que, je veux juste faire une parenthèse, être sûr que j'ai bien compris ça. Oui, vas-y.
est-ce que, tiré là-dessus, on peut en conclure que tout seul, le sucre, sans regarder plus loin que ça, ne cause pas toutes les maladies qu'on prétend qu'il cause? Oui. Dans Attends, le sens, il y avait comme deux négations dans ta excuse-moi, phrase, je pense. Fait dans que le là, sens, c'est pas le sucre qui cause toutes les maladies qu'on Non. a dit que ça causait. Non. C'est pas le Il y a- gras non plus tout seul qui cause toutes ces maladies-là. Il n'y a aucun nutriment qui, à lui seul, peut expliquer tous les problèmes de santé. Exact. Parce que, ben, pour plein de raisons, mais entre autres, on ne mange pas des nutriments. Mhm. On mange des aliments entiers. Mhm. Donc, c'est impossible de se dire que c'est un nutriment parce que non, on mange plein d'aliments différents. Donc, Et donc, le sucre, s'il se retrouve, par exemple, dans un gâteau que tu as cuisiné maison, versus ce même sucre qui se retrouve dans un gâteau à l'épicerie qui est considéré dans la catégorie ultra transformée, le même sucre a un impact différent dépendamment de l'aliment parce qu'on considère l'aliment en tant que tel. Ben, en fait, c'est justement, pas le sucre lui-même. Nova ne regarde pas ça. Ouais. Justement, ne regarde pas l'effet du sucre dans ton gâteau parce que c'est pas les nutriments en tant que tels qui nous intéressent nécessairement. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les aliments. Ouais. Parce qu'on va regarder au-delà de qu'est-ce que ça contient, quand les gens mangent ces aliments-là, on voit une influence sur la santé. Ouais. Puis l'autre truc aussi, puis ça, en fait, là où ça m'amène, c'est que l'autre chose, c'est que peut-être que ton gâteau de fête, on va dire, ben tu ne le manges pas. C'est plus difficile à faire. Il faut que tu le fasses toi-même. Il faut que tu le cuisines. Peut-être que tu vas en manger moins souvent. Si c'est un gâteau de fête, peut-être que tu vas le partager avec du monde. C'est dans une célébration où est-ce que vous allez manger d'autres mets traditionnels probablement. Ouais. Versus ton gâteau, j'allais dire une marque, mon Dieu, mais ton gâteau emballé individuellement que tu achètes puis que tu manges comme ça dans une main en regardant la télé tout seul. Ouais. Tu comprends? Donc, ces aliments-là ultra transformés sont aussi développés pour notre mode de vie nord-américain t'es manges tout seul en continuant à travailler ou en marchant ou en whatever, comme tu peux le faire 12 choses en même temps. Donc, encore une fois, c'est pas juste ce qu'on mange, c'est aussi le contexte qui est important. Puis, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder une catégorie d'aliments parce que ça inclut dans ce cas-ci aussi les façons dont les gens vont les manger de manière générale. Tu sais, quand tu penses à des restaurants de fast-food aujourd'hui, mettons qu'ils vendent du café puis des beignes, puis que tu vois des longues files d'attente de voitures, donc ils sortent même pas de leur voiture, là, on se rend en voiture au service à l'auto pour aller le prendre, et je suis capable de m'acheter un sandwich que je peux manger d'une main et continuer à conduire en même temps. Le produit a été développé pour ça, là, pour que j'ai pas une miette qui va me tomber dessus, parce qu'il faut que je sois propre quand j'arrive au travail. Alors, on peut pas dissocier ce qu'on mange de notre mode de vie, puis les aliments ultra transformés, comment ils ont été développés pour ce mode de vie-là qui semble honnêtement pas super bon pour notre santé, finalement, là, quand on regarde un peu, ben probablement que c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder. Fait qu'il faudrait arrêter de voir un exemple de je cuisine mon gâteau maison que je vais partager avec toute ma famille, mais je coupe la moitié du sucre de la recette. Moi, c'est ce que je pense. Ben, j'ai l'impression qu'il faudrait aller vers là aussi. Parce que tu es déjà en train de cuisiner, qui est déjà une des recommandations. Cuisine le plus de choses possible. Parce que c'est associé à du partage, c'est associé à du plaisir, idéalement. Fait qu'on peut simplifier ça des fois et arrêter de tout le temps voir quels ingrédients je mets dans mes cuisines. Tu es déjà en train de cuisiner. Exactement. Moi, j'ai toujours, si tu cuisines, tape-toi dans le dos parce que déjà, tu fais quelque chose que bien des gens ne font même pas. Bravo. Puis pose-toi pas plus de questions que ça. Donc, déjà là, pour vrai, je pense qu'on n'a pas besoin de se questionner plus. Donc, pour moi, les concepts de recettes santé, ça m'énerve vraiment. Parce que c'est comme si soudainement, il y a des recettes santé puis des recettes pas santé maintenant. Non. Si tu cuisines, bon. Point final, puis c'est bien correct, puis tu n'as pas besoin de commencer à calculer combien tu as de sel, puis de sucre, puis de gras, puis de calories dans ce que tu cuisines à la maison. Non. Donc ça, c'est le genre de truc que moi, je me dis, c'est beaucoup trop complexe. Cuisine, qu'est-ce que ça tente de cuisiner? Puis déjà, genre, bravo. Puis c'est aussi ce que Nova semble démontrer. Donc, au-delà de ma philosophie de comme on se casse pas la tête, on a de plus en plus d'études qui montrent que, ben non, quand les gens cuisinent à la maison, ça semble aussi avoir un impact bénéfique sur leur santé, peu importe, même quand on ne regarde pas les nutriments nécessairement. Donc, pourquoi est-ce qu'on continuerait à taper sur la tête des gens? Et idéalement, comme une des recommandations, c'est de pouvoir varier le genre d'aliments qu'on cuisine. Donc, de manger le plus de choses diversifiées possible. Oui, puis tu sais, c'est notre nature humaine de toute façon de vouloir manger diversifié. Donc, on n'aime pas ça, la monotonie de manière générale. On veut manger différents aliments. Mais quand tu regardes les aliments ultra transformés, c'est ce que j'appelle un espèce de mirage de la diversité. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a plein d'aliments différents à l'épicerie quand tu arrives. Mais la réalité, c'est que c'est toute la même chose. C'est du gras, du sucre, du sel, du blé, du soya, du maïs.
grosso modo, Ouais. moulés dans des formes différentes, avec des couleurs différentes puis des saveurs différentes. Dans Point des final. emballages différents et Ouais. tout ça. Mais c'est les mêmes aliments continuellement. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de diversité. Versus quand tu manges des aliments frais, là, tu vas aller chercher une diversité. Ouais. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Tu comprends? Puis c'est comme inclus dans le concept parce qu'on regarde de façon holistique. Ouais. Fait que des fois, on ne regarde pas si précis que ça, fait qu'on n'est pas capable de pointer exactement pourquoi les aliments ultra transformés semblent avoir un effet plus néfaste. Il y a plein d'hypothèses, on ne sait pas exactement, mais quand on regarde la science, ça nous dit, ben quand même, les gens qui en mangent plus, ça semble avoir un effet néfaste. Mais, je t'ai mis toute cette table-là Ouais. pour me critiquer exactement sur tout ce que je viens de te dire. Parce que là, ce que ça nous amène comme question, c'est comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour parler de la saine alimentation sans catégoriser? C'est la question que je me pose. Parce que là, les aliments ultra transformés, même si d'un point de vue scientifique, je vois vraiment une pertinence, c'est encore une catégorisation des aliments. Ouais. Puis je vois de plus en plus des gens qui me parlent puis qui me disent qu'ils vont, mettons, se sentir mal de manger des biscuits, des gâteaux puis tout ça parce que, selon la science, ça semble être des aliments qui auraient un effet néfaste sur la santé. Puis c'est là que je n'ai pas la réponse à cette question-là, puis sur laquelle j'essaie de réfléchir depuis pour vrai comme un bon 2 ans facile que je me dis comment est-ce que je peux faire. Parce que je peux te le dire, moi je peux te le dire aujourd'hui, pour vrai, on s'en fout que tu aies bu une boisson gazeuse hier, c'est pas ça qui va te tuer, c'est pas ça qui va causer des problèmes de santé. Je le crois vraiment, la science le dit aussi, c'est vrai là. Donc les aliments ultra transformés, c'est pas interdit, il faut jamais en manger. Non, Ouais. c'est juste que plus tu en manges, effectivement, c'est associé à des problèmes de santé. Ouais. Ça pour moi, c'est comme objectif. Mais c'est pas nécessairement ça que les gens vont enregistrer comme information par après. Ouais. Parce que si tu dis, oui, tu as le droit, mais c'est sûr que plus tu vas en manger, plus ça risque d'avoir des problèmes, tu risques d'avoir des problèmes de santé. Mais c'est sûr que dans leur tête, ils vont quand même se dire, OK, fait que je devrais pas en manger d'abord. Ouais, je comprends. Même si j'ai beau mettre tous les bémols, tout ce que je veux, je pense pas que c'est nécessairement ça qui est enregistré. Puis Fait que ton message a évolué, la façon de oui, ben c'est ça. transcrire. Donc moi, c'est vraiment là-dessus. Donc, il y a plein de façons de le voir. Il y a des gens qui puis j'ai eu des débats avec des collègues, puis il y a des gens qui disent carrément je devrais juste même pas parler des aliments ultra transformés puis arrêter complètement de parler de ça. Moi, je pense pas que c'est la solution. Mais je dois avouer que même si je mets tous les bémols possibles, je sais qu'il y a des gens qui vont quand même le prendre puis qui vont se dire ah mon Dieu, ça veut dire que c'est pas bon pour la santé, ça veut dire qu'il faut pas que j'en mange, ça veut dire que c'est interdit puis ça peut amener des problèmes avec ça. Donc, je navigue vraiment là-dedans. Puis en ce moment, ben, 2 choses. Un, genre je suis retourné à l'école. Là. Ah ouais? J'ai commencé un programme en sociologie de l'alimentation. Wow. Justement pour comme plus être capable de comme pousser davantage mes réflexions par rapport pour le voir comme un step plus haut, si on veut, puis être capable d'encore plus critiquer. Ouais, avec des nouvelles lunettes. Ouais, avec des nouvelles lunettes, exactement. Puis je m'intéresse beaucoup justement à l'histoire de la nutrition, puis de l'alimentation, puis des conseils alimentaires. Puis dernièrement, je lisais un livre justement d'une autrice québécoise qui s'appelle Caroline Durand. Elle est professeure dans une université canadienne, la Trent University. Puis elle a fait une histoire critique de la nutrition au Québec. Puis ce qu'elle démontre, c'est que depuis toujours, les conseils nutritionnels ont toujours été chargés de valeurs morales. Même le bien et le mal. Ouais, même quand ils se présentaient comme étant objectifs, rationnels, basés uniquement sur la science, ça n'a jamais été vrai. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore la même chose, puis c'est difficile, sauf que c'est comme difficile pour moi, vu que je suis dans cette société-là, de m'en sortir. Je sais pas si tu comprends. Je comprends tellement, là. Je comprends tellement. Puis, fait que quand tu regardes, mettons, dans l'histoire de la nutrition, on va dire, où les premières écoles de nutrition, c'était les cours d'économie domestique, donc c'était pour les femmes, pour apprendre à cuisiner, puis tout ça, mais que c'était donné, par exemple, dans des couvents. Ouais. Alors, où on te disait, la gourmandise est un péché et tu vas aller en enfer si tu manges trop. Okay, alors, dis-toi que les bases de la nutrition ont commencé là-dessus, sur des conseils qui étaient dérivés de la religion, donc clairement de la morale, là, de qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est mal, puis qu'est-ce que tu dois faire comme citoyen. Mais au travers de l'histoire de la nutrition, tu peux toujours voir les conseils alimentaires donnés comme étant les bons citoyens vont manger ça, puis les mauvais citoyens vont manger telle chose. Donc, mettons en période de guerre, on a joué beaucoup sur le patriotisme, en disant aux gens, là, il faut se rationner, on est en période de guerre, si tu veux qu'on gagne la guerre, puis si tu veux pas être l'ami, si tu ne veux pas être l'ami de Hitler, faut que tu te restreignes puis que tu arrêtes de manger ça puis ça, parce que sinon, ça veut dire que tu aides en ce moment
les nazis à gagner la guerre. Donc, tu vois comment C'est fou, on utilise la morale. Donc, on fait semblant que c'est basé sur la science, puis on se fait croire, moi-même et tous mes collègues, on se fait croire que c'est juste basé sur la science, mais non, on vit dans une société qui a des valeurs, et donc, on est toujours teinté des valeurs de la société, même quand on essaie de s'en sortir. Et donc, le risque que je vois, c'est que qu'on continue à tomber dans le même piège de se faire sentir les gens coupables, grosso modo. Mais ça me fait penser, puis tu sais, j'aimerais ça avoir ton input là-dessus. Tu sais, des choses aussi simples que faut absolument finir notre assiette. Ouais. Tu sais, t'es invité, c'est impoli si tu finis pas ton assiette. T'es un enfant, faut que tu manges toute ton assiette, sinon il n'y a pas de dessert. Ouais. Comment on devrait, tu sais, les parents, comment ils devraient dealer avec ce genre de... T'as-tu réponse Ben à moi, ça ou j'ai t'as-tu goût de- conseil à ça? Moi, j'ai le goût de dire, moi, quand j'étais jeune, je me faisais dire finis ton assiette parce qu'il y a des enfants en Afrique qui meurent de Bon, faim. c'est le classique. C'est le classique qu'on a utilisé. Alors, s'entends-tu, hey, y a-tu quelque chose de plus culpabilisant, là? Ouais. Tu comprends? Ouais. Ben, OK, ben là, par rapport aux enfants, donc, on devrait écouter sa faim. Grosso modo, là, puis c'est vers là qu'on tend en alimentation, puis dont on se rend compte le plus, c'est que, grosso modo, on a des mécanismes internes, puis justement, l'homéostasie, là, c'est bien puissant. Donc, on a des mécanismes internes qui nous disent quand c'est le temps de manger, puis quand c'est le temps d'arrêter de manger. Notre corps, c'est vrai qu'il veut aller chercher des nutriments. J'ai beau essayer dans le discours populaire, même si je ne veux pas en parler, la réalité, c'est que c'est vrai que notre corps a besoin de nutriments pour fonctionner, puis son but, c'est d'aller les chercher. Et donc, on devrait écouter sa faim. Donc non, finir son assiette, absolument non. C'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Puis les enfants ont souvent des signaux qui sont bien plus puissants que nous parce qu'ils n'ont pas été brouillés par des diètes toute leur vie, puis par justement des conseils, puis tout ça. Donc, je pense que ça... Donc on ne devrait pas forcer des enfants à finir leur assiette. On devrait, au contraire, les laisser s'écouter puis arrêter de manger quand ils ont plus faim. Ça, c'est comme l'idéal. Mais encore une fois, on vit dans la vraie vie, tu comprends? Puis là, moi, ces temps-ci, je vois... C'est drôle parce que genre, tous mes amis commencent à avoir des enfants en ce moment. Fait que là, tu sais, je vois des fois les moments des repas quand je suis chez eux. Hey! Là, je me dis, oh mon Dieu, entre les conseils que je donne, puis là, je vois en ce moment le bébé qui crie, puis qui pleure, puis qui chante, puis qui veut rien manger, puis c'est comme, mais il n'a pas mangé, comme, ça fait des heures qu'il n'a pas mangé, puis là, j'arrive pas, comme, il va manger. Ouais. Tu sais, puis on va le forcer parce que là, c'est comme... Ouais. Je peux totalement comprendre, là, tu sais, puis je suis comme, ben oui, je comprends que c'est comme ton réflexe. Mais bref, en gros, là, un enfant, techniquement, ça se laisse pas mourir de faim, puis il va écouter ses signaux de faim de façon beaucoup plus puissante que nous, ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est ça qu'on devrait Puis, tu sais, privilégier. je l'amène, tu sais, on dirait que juste plus on en parle, plus ma pensée va à plein d'exemples. Tu sais, mettre les biscuits dans une armoire inatteignable. Ouais. Tu sais, des genres de choses comme ça. Tu sais, le même principe qu'il faut mériter son dessert, il faut mériter tel aliment. Ouais. La façon qu'on conçoit l'alimentation avec, tu sais, le lien de moralité que tu dis, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est extrapolé à tellement d'autres choses de notre quotidien aussi. Puis, tu sais, je te pose une question vite comme ça, là, en lien avec mon domaine. Selon toi, il existe-t-il une bonne et une mauvaise posture? Oui. Selon, tu sais, si tu me poses la question, c'est probablement non, mais dans ma tête, oui. Puis c'est ça le discours que j'ai entendu. Exact. Oui. Fait que c'est quoi la bonne posture quand on est assis? Tout droit, tenu droit, puis voilà, exactement. Alors que techniquement, en fait, pas techniquement, la science nous dit toutes les postures assises peuvent être douloureuses. Toutes les postures peuvent être douloureuses. Toutes les postures peuvent soulager. OK. Ça dépend de ton problème. Ça dépend de ta douleur. Ça dépend de ta blessure. Et le plus gros problème, c'est l'absence de variation dans nos postures. Fait que être assis, écrasé, c'est pas dangereux. Être assis, écrasé toute la journée, c'est pas bon. La course à pied, si on court beaucoup, c'est pas ça qui cause l'arthrose au genou. Mais si on court excessivement par-dessus blessure sans écouter notre corps, on développe plus de blessures. Le shortcut, c'est de dire la course à pied cause plus d'arthrose au genou ou la course à pied amène des blessures. Ouais. Alors que ça fait des années maintenant qu'on sait que la course à pied amène pas plus d'arthrose au genou. Mais on l'associe encore à quelque chose qui use les genoux, quelque chose qui a un impact sur les genoux, parce que on nuance le discours, mais les gens sont pas confortables dans la nuance. Ouais. Les gens sont confortables dans dis-moi quoi faire et quoi pas faire. Mais le problème, c'est que l'être humain est pas fait pour ça. Prendre n'importe quelle posture. Mettons, souvent, je fais l'exercice, là, puis je dis aux gens, prends la posture que tu penses qui est la meilleure. Puis je leur dis, tiens ça le plus longtemps possible. Ouais. Tout le monde est inconfortable après 15 minutes. Fait qu'il faut ouais. changer, il faut se lever, il faut travailler debout, il faut travailler assis. Ben, il n'y a personne qui mangerait
le même gâteau chaque jour. C'est pas vrai que si on a le droit de manger du gâteau, on va manger ça 3 fois par jour. On va se tanner à un moment donné. Fait qu'il y a une façon de conceptualiser beaucoup plus que les aliments, juste dans nos façons de voir notre vie puis de catégoriser ça c'est bien, ça c'est mal. Tu sais, l'auto c'est bien, c'est mal. Le métro c'est bien, c'est mal. C'est un peu la même chose partout. C'est vraiment intéressant. En plus, ça me fait vraiment réfléchir parce que je me dis, si toi, tu es capable de... Parce que c'est des parallèles parfaits, Ouais. absolument. Puis je me dis, hey, là, j'ai le goût de parler à comme... On devrait se mettre plein de professionnels de la santé autour de la table. Puis genre, il y a tellement de parallèles qui... Ça nous aiderait tellement, je pense, à trouver des solutions parce que des fois, je suis persuadé que, mettons, dans... Les professions ne se parlent pas. Ouais. Là, je sors un peu de la nutrition, mais les professions ne se parlent pas beaucoup entre nous. On se parle pas beaucoup. Puis la science, souvent, elle reste en silo. Ouais. Donc, quelque chose qu'on a découvert en nutrition ne va pas nécessairement exactement. filtrer jusqu'à comme ton domaine. Ouais. Alors que des fois, peut-être qu'une solution que nous, on a trouvée sur comment expliquer quelque chose, ça pourrait totalement changer, vous, votre façon d'expliquer ou de voir. Ouais. En tout cas, juste parce que je trouve ça super intéressant, la question de diversité des postures. Exact. Puis le parallèle, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les guides de recommandation pour le traitement des blessures musculo-squelettiques qui suggèrent une réduction du poids pour améliorer la blessure. Tu comprends? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que je donnais une conférence à des médecins cette semaine, justement. Il y a un médecin qui lève la main et qui me dit quelle est la place de la gestion du poids dans le traitement de la fasciite plantaire? Tu sais, la fameuse douleur en dessous du pied. Ben, il a fallu que je fasse une réponse de 10 minutes parce que la réponse scientifique, c'est dans les guides de recommandation, on est capable d'associer une réduction de l'IMC à une amélioration des symptômes. Mais il y a plein de variables qui peuvent expliquer ça. Est-ce que c'est simplement il y a eu un changement de modification, une modification des habitudes de vie, puis que la réduction de l'IMC est simplement une conséquence non voulue, non visée de quelqu'un qui bouge plus, puis peut-être qui, je sais pas, peu importe, tu sais. Fait qu'on peut pas le voir comme, oui, il faut absolument réduire l'IMC pour améliorer la fasciite plantaire. Puis encore une fois, je posais la question, comme es-tu à l'aise de dire à quelqu'un, ou est-ce qu'on peut même, est-ce que c'est encore même éthiquement correct de demander à quelqu'un de perdre du poids pour gérer un problème de santé? Moi, la réponse est non. Ben, puis quand tu regardes, il y a des éthiciens qui commencent à se poser la question. Il y a des papiers quand même intéressants qui s'écrivent là-dessus. Là. Donc, vraiment, est-ce éthique de demander à quelqu'un de perdre du poids? Moi, je pense que non. Vraiment, là. Parce que, bon, quand tu regardes la littérature scientifique, tu te rends compte que les gens n'ont pas le contrôle sur leur poids, ou presque pas. Ouais. Mais dans notre société, c'est perçu comme quelque chose de facilement contrôlable. Et, pour revenir à la moralité, aujourd'hui, on regarde quelqu'un et simplement par son apparence physique, on est capable, et je mets mes guillemets pour capable parce que c'est la perception qu'on a, de dire si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Quelqu'un qui est capable de se contrôler ou quelqu'un qui n'est pas capable de se contrôler. Une qui ne fait pas attention à elle, qui mange n'importe quoi, puis l'autre qui, elle, va suivre les recommandations. On a l'impression que simplement en regardant quelqu'un, on est capable de juger de sa valeur morale dans notre société. C'est un super gros problème. Puis je pense que ça découle du fait qu'on pense que perdre du poids, ça, c'est facile et que ça se fait pour tout le monde. Mais c'est pas ça que la science nous dit. Ouais. Quand on regarde les études scientifiques, la majorité, d'un point de vue, par rapport à la restriction calorique surtout, là, donc les gens qui mangent moins, si on le vulgarise, ben ça marche pas. Ils mangent moins, ils perdent du poids, mais l'homéostasie se remet en place, puis ton corps, lui, il veut que tu manges parce qu'il n'aime pas ça. Puis les gens reprennent leur poids dans à peu près les 5 années suivantes à avoir fait un régime ou une diète restrictive. Donc, on a... je dis diète, là, mais c'est parce que je suis gentil quand je dis diète. Ouais. Parce que la réalité, c'est de la restriction calorique. Ouais. Donc, simplement quelqu'un qui a mangé moins. Ouais. Donc, moi, je pense pas que c'est éthique. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose qui est impossible pour la majorité des gens. Ouais. C'est pas éthique. Ouais. Alors que bouger n'est pas aller au gym, tu le sais très bien. Ouais. Fais quelque chose qui te fait bouger que t'aimes. Exactement. Donc, bouger ou les comportements alimentaires, donc manger, c'est des comportements sur lesquels on a un contrôle. Donc, je peux contrôler qu'est-ce que je mange. Donc, dans ce que je contrôle, je veux dire, qu'est-ce que je mets dans ma bouche, je le sais que ça se modifie. Mais le poids, c'est pas un comportement. C'est pas quelque chose qui se modifie très facilement. Puis, je pense qu'on va continuer à avoir des problèmes tant que dans le domaine de la santé, on n'aura pas réglé cette question-là, de dire, de réaliser que non, je pense pas que c'est éthique qu'on continue à traiter les gens sur leur poids.
je pense vraiment pas que c'est vers ça qu'on devrait tendre. Ouais, parce que s'il y a un élément que dans la dernière année, j'ai mieux compris en jasant avec différents nutritionnistes, puis comme on discutait avant, je me suis, entre guillemets, préparé pour cet épisode pour mieux comprendre le concept en lien avec la perte de poids puis les mécanismes physiologiques. Puis tu sais, de ce que je comprends, puis n'hésite pas à me corriger s'il y a quoi que ce soit, s'il y a une nuance à faire, le corps a des mécanismes internes extrêmement puissants pour lutter contre cette perte de poids-là. Puis c'est des mécanismes sur lesquels on n'a pas de contrôle. Il y a beaucoup d'études qui s'intéressent à savoir ces mécanismes-là, ils sont présents combien de temps. Puis de ce que je comprends, tu sais, quelqu'un qui, par exemple, fait une restriction calorique, qui fait, entre guillemets, une diète, qui mange moins, l'hormone qui lui donne faim va augmenter. Puis l'hormone qui donne la satiété alimentaire, celle où on dit « là, j'ai plus faim », va diminuer. Puis ça reste pendant des années, même après que le poids revient, puis même après qu'on arrête la restriction. Fait que il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans la façon de faire la transition entre voici ce que la science nous dit par rapport au mécanisme physiologique de la faim, comment le poids est régulé à l'interne, et les recommandations qu'on dit, ben, faut perdre du poids parce que toutes les études épidémiologiques associent ça à moins de maladies cardiovasculaires, moins de diabète et une meilleure santé générale. Ouais. Je pense que c'est parce que c'est facile. C'est un chiffre. Ouais. L'IMC, c'est un chiffre. Ouais. Fait que c'est facile à appliquer. Fait que quand tu es dans un bureau, là, je sors ma calculatrice, t'es trop gros, perds du poids. Ouais. C'est facile. Puis c'est la même façon que moi je vois, c'est facile de dire à quelqu'un, c'est ta posture le problème. C'est facile, tiens-toi droit, ça va se régler. C'est tellement plus complexe que ça. Ou tiens, t'as mal en courant, arrête de courir. C'est facile, arrête de courir. Il y a tellement de gens qui viennent me voir et qui disent « Ah ouais, tu sais, moi j'ai mal aux genoux, je me suis déjà fait dire, faut plus jamais que je cours. Y a-tu d'autres choses que je dois éviter? Pardon, faut-tu juste revoir tous les concepts qu'on t'a donnés? Tout est une question de dosage, tout est une question d'équilibre. On peut tout le temps revenir à ce qu'on veut faire, peut-être moins intense, peut-être en variant certaines choses, mais c'est tellement facile de catégoriser. Puis comme ça revient à ce que je disais, les gens ne sont pas à l'aise dans le gris, dans la nuance. Et ça inclut les professionnels de la santé. Ouais. Parce qu'il faut arrêter de croire que nous sommes, nous, professionnels de la santé, des robots. On n'est pas des robots rationnels. Là. On est des êtres humains avec des émotions, avec des préjugés, avec notre propre vie. Et ça rentre dans nos recommandations. Puis je veux dire, moi-même, là, tu vois, moi, je sais que j'ai une certaine philosophie de la nutrition, une certaine façon de voir. Donc, j'ai les mêmes données que tous mes collègues, mais moi, je les interprète d'une façon, puis d'autres collègues vont les interpréter d'une autre façon. Puis ça fait partie de mon bagage de vie, puis de ma philosophie, puis de mes valeurs. Alors, c'est la même chose pour tous les professionnels de la santé. On a chacun des croyances personnelles à nous qui ont un impact sur comment on gère notre profession. Alors, quand tu es dans une société qui est grossophobe, et qu'on a grandi là-dedans, donc depuis qu'on est enfant, on se fait dire qu'être gros, c'est une mauvaise chose pour 1000 raisons. Puis quand tu regardes l'histoire du corps, puis de comment on perçoit le poids à travers les sociétés, puis le temps, on a toujours trouvé différentes raisons pour dire qu'être gros était une mauvaise chose, notamment justement quand, en période de guerre, il y a des posters où tu vois justement les personnes grosses comme étant les amis de Hitler parce qu'ils mangent trop. Puis ça veut dire qu'ils ne sont pas bien rationnés. Ou justement que tu respectais pas la religion parce que si tu es gourmand, tu manges plus. Puis à travers les époques, donc tu as les questions justement t'as des questions d'apparence corporelle. Donc ça veut dire qu'on dit que les personnes grosses sont pas belles, puis c'est comme ça qu'on les présente dans les médias. On les présente comme paresseuses, on les présente comme qu'elles manquent de contrôle. Donc c'est plein de mauvaises valeurs, si on veut. Donc depuis qu'on est jeune, on grandit là-dedans, on macère là-dedans. Puis aujourd'hui, la raison principale qu'on va nous sortir, parce que c'est plus bien vu de dire une personne grosse, elle manque de contrôle, parce que là, il y a eu de la sensibilisation. Quoi que je te dise ça, mais on s'entend que tous ces préjugés-là existent encore. Mais là, on va sortir l'argument de la santé, toujours. On va dire, ben non, mais c'est pour ta santé, là. C'est ça. Mais pour moi, c'est comme une nouvelle excuse encore pour taper sur la tête des personnes grosses. Je te dis pas que la science... Je te dis pas que c'est pas vrai que le poids n'a pas d'impact. Oui, le poids a un impact sur la santé, mais il y a plein d'autres choses qui ont un impact sur la santé. Peu importe ton poids, tes comportements vont avoir un impact sur ta santé. Donc, comment tu bouges, comment tu manges, ça va avoir un impact, peu importe ton poids. Et là, j'oublie mon troisième point. Mais grosso modo, c'est ça. C'est juste pour... et on n'a pas vraiment de contrôle. Ouais, c'est ça, exact. C'est surtout ça. Pour moi, c'est comme... Si on veut vraiment être rationnel, là, puis être des vrais robots, juste
les gens n'ont pas le contrôle. Fait que arrête de dire ça, là. Comme, on doit trouver d'autres solutions. Je trouve ça fascinant. Parce qu'on dirait, ça remet tellement en question beaucoup de principes, juste même de comment on perçoit la santé. Tu sais, moi, la grossophobie, ce terme-là, j'ai entendu ça pour la première fois dans les 2 dernières années. Ouais. J'ai jamais entendu ça en premier, avant ça. J'ai l'impression que comme plein d'enjeux sociaux, il y a plein de choses. Tu sais, les enjeux autochtones là, qu'on a parlé depuis 1 an, 2 ans, ça fait des dizaines d'années et même plus que c'est des enjeux qui existent. Mais pour bien du monde, c'est dans les 2 dernières années qu'on a entendu ça. Tout le mouvement Black Lives Matter, tout le mouvement de discrimination en lien avec les forces policières, ça fait des années que ça existe et que c'est un enjeu réel. Mais c'est dans les 2 dernières années, on dirait qu'on est plus éveillé à ces concepts-là. La grossophobie qui est aussi un enjeu que maintenant, plus de gens se posent des questions, mais d'où ça vient à la base, ce terme-là? Comment ça a été... D'où vient ce concept-là? Puis c'est quoi le but de ce mouvement-là? Ou pourquoi c'est important de se re-questionner sur comment on perçoit le lien entre le poids et la santé? Je fais un gros détour là, pour revenir à cette question-là. Honnêtement, je ne suis pas le pro de l'histoire de la grossophobie. Je pense à des gens comme Édith Bernier, mettons, au Québec, qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là, puis que tu pourrais recevoir à ton podcast. Absolument, puis qui pourrait aborder davantage. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? T'sais? Mais donc, quand on parle de grossophobie, c'est une forme de discrimination envers les personnes grosses. Donc, quand je parle de discrimination, ça veut dire que dans la société, elles sont désavantagées parce qu'elles sont grosses. Donc, de plein de façons. Dans le milieu médical, elles vont recevoir des traitements qui sont des moins bons traitements. Donc, parce que très souvent, justement, le médecin va lui dire « t'es trop gros, t'es trop grosse, perds du poids », sans faire d'investigation davantage. Il y a des problèmes psychologiques, évidemment, qui découlent de la discrimination parce que, bon, à l'école, au travail, dans la vie de tous les jours, ils font rire d'eux, ils sont rejetés, ils sont pas... Donc, ça a des enjeux d'un point de vue de santé mentale. Sont dépeints dans les médias comme étant peu intéressants, donc pas des partenaires de vie intéressants, paresseux, manque de contrôle, qui mangent tout le temps trop, puis qui mangent juste des mauvais aliments, puis tout ça. Donc, c'est plein de préjugés qui sont très, très, très présents dans notre société, qu'on a tous internalisés de façon inconsciente parce qu'on nous les projette depuis qu'on est jeune. Et donc, donc, quand on parle de grossophobie, c'est vraiment ça. Puis là, en ce moment, on s'intéresse justement à rétablir, en fait, à mettre en lumière cette problématique-là, puis à trouver des façons de rétablir, justement, la chose, puis de réaliser que c'est juste des préjugés, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité, c'est vraiment juste notre société qui nous a envoyé ces messages-là depuis toujours. Puis c'est sûr que moi, c'est ça, ce qui m'intéresse le plus, c'est beaucoup plus la discrimination qui va être vécue dans le système de santé, puis avec les professionnels. Puis pour moi, justement, juste le fait de dire perdre du poids, pour moi, c'est une forme de discrimination parce que le même comportement, on pourrait donner les mêmes conseils, peu importe ton poids, puis ça aurait un impact. Fait arrêtez de donner des conseils différents aux personnes grosses, puis des conseils différents aux personnes minces, donner les mêmes conseils, ça aurait le même impact. Fait que ça, c'est quelque chose qui me gosse vraiment beaucoup. Puis... Ok, non, je me suis dit, est-ce que je le dis? Mais non, je pense que je vais garder ça. T'as le droit si ça avait été un drink, peut-être que... T'as le droit si tu veux, là. Y a pas de... Ah, je sais que j'ai le droit, mais c'est après les répercussions. Mais non, mais tu sais, c'est... Non, j'ai dit mon truc. Moi, là, des professionnels de la santé qui donnent des conseils de perte de poids, ça me pue au nez de plus en plus, sincèrement. Fait qu'en lien avec ça, tu sais, parce que honnêtement, cet enjeu-là, moi, j'y avais même pas pensé. C'est dans les 2 dernières années. C'est sûr, mais c'est pour ça que c'est important de parler de justice sociale puis des enjeux de discrimination. Parce que sinon, on n'en entend pas parler parce que tu ne vis pas. Tu es un homme blanc au Québec. Tu les connais pas, ces enjeux-là, puis c'est normal parce que toi, tu as vécu dans une petite bulle. Exact. Mais quand tu fais partie de ces communautés-là qui sont marginalisées, qui sont discriminées, c'est important de les écouter pour justement faire remonter les problématiques. Oui, exact. Puis c'est là où l'enjeu le plus important pour moi, c'est que le résultat final dans le conseil... Tu sais, quand les professionnels de la santé donnent ce conseil-là,
le résultat souhaité, c'est je veux que tu sois en meilleure santé. Oui. C'est ça l'objectif. Ouais, Et on pense que le poids est le véhicule qui nous amène vers cet objectif-là. Parce que, plein de choses qu'on a parlé aujourd'hui. Les études épidémiologiques qui associent un plus haut poids à une moins bonne santé. Mais si on analyse, en fait, on n'a pas besoin de plus d'études pour trouver les relations entre le poids et la santé. Ce qu'on a besoin, c'est de retourner de voir dans ces études-là, puis de voir tous les facteurs confondants qui peuvent expliquer c'est quoi qui explique qu'un poids qui diminue est associé à une meilleure santé, possiblement. Veux-tu que je te donne un exemple? Vas-y, ouais. Parce que, donc, tu sais très bien, dans les études épidémiologiques, c'est des associations. Ouais, donc, il y a plein de facteurs qu'on ne regarde pas nécessairement puis qui peuvent avoir une influence. Ouais. Mais dans les dernières années, probablement parce qu'on a commencé à parler de la grossophobie, là, il commence à avoir des études qui s'intéressent à l'impact de la grossophobie sur la santé. Parce que auparavant, on regardait juste le poids. Puis on se disait, les personnes qui sont plus grosses ont une moins bonne santé sur différents paramètres. Mais les personnes plus grosses vivent dans une société où ils se font discriminer dans tous les facteurs, dans toutes les sphères de leur vie, se font constamment discriminer. Et ça a un impact néfaste sur la santé, ça. Ouais. Alors, ça se peut que quand tu perds du poids, tu te fais moins discriminer, donc ta santé s'améliore. Donc, je ne dis pas que c'est 100% juste ça, mais c'est juste pour montrer que ça, c'est un facteur qu'on n'a jamais regardé avant il y a quelques années, puis qui a certainement une influence. Donc, il y en a plein d'autres des facteurs comme ça qu'on n'a pas regardés, puis qui sont super importants. Mais c'est bien plus facile de dire non, c'est ton poids, puis perds du poids. Puis l'autre élément, c'est que, tu sais, une réduction du poids peut ou pas être. Peut ou pas amener à une meilleure fonction du tissu adipeux ou des meilleurs marqueurs métaboliques, mais c'est pas nécessairement le poids en tant que tel. Puis il y a une étude, tu dois connaître Benoît Arsenault, son laboratoire. Lui, il travaille beaucoup sur des enjeux en nutrition aussi, puis en lien avec les maladies cardiovasculaires, puis les marqueurs métaboliques. Puis juste, je pense, le mois dernier, il a publié sur ses réseaux sociaux une étude où l'amélioration des habitudes de vie amène, ou en tout cas, les marqueurs métaboliques s'amélioraient, ce qu'on veut pour réduire toute cause de maladie, diabète, de maladie cardiovasculaire, mais le poids ne change pas. Fait que c'est le résultat souhaité. On a visé avec nos lunettes, on a regardé que le poids comme c'est la variable qui doit être modifiée pour améliorer la santé, alors que c'est peut-être simplement les marqueurs métaboliques ou autre chose qui, eux, sont modifiables par simplement cuisiner plus de repas, bouger plus, plus de plaisir dans les repas, moins de discrimination. Fait que c'est là où c'est vraiment fascinant comment on doit élargir notre regard sur cet enjeu-là. Mais oui. Non, puis c'est pour ça que je te dis, donner les mêmes conseils, que la personne soit grosse ou soit mince, ça n'a pas rapport. On peut donner les mêmes conseils, c'est exactement ça. Fait que, mettons, là, il y a des médecins qui nous écoutent, il y a des physios qui nous écoutent, puis son objectif, c'est améliorer les habitudes de vie en lien avec l'alimentation. Okay? Ou son objectif final, c'est, comme on disait, améliorer la santé de cette personne-là. C'est quoi des phrases qu'on devrait dire, autres que perdre du poids, qui sont concrètes et qui ne vont pas être néfastes pour la santé psychologique des gens? Premièrement, les nutritionnistes sont les spécialistes de l'alimentation. Fait que si vous êtes un autre professionnel de la santé, je vous invite à référer votre patient à des nutritionnistes. C'est nous qui avons la formation la plus approfondie pour être capable d'aider ces patients-là. Puis je pense pas que de dire une phrase dans une consultation, c'est ça qui va changer les habitudes de vie de quiconque. Tu comprends? Parce que les gens connaissent, les gens savent qu'est-ce qu'ils devraient faire. Ils savent qu'ils doivent manger plus de fruits et légumes. Ils savent qu'ils devraient cuisiner davantage à la maison. Ils savent qu'ils doivent manger moins transformé. Ça se peut que tu aies des patients qui ne savent pas. Si tu as des patients que tu me dis c'est la première fois qu'ils entendent qu'il faut manger des fruits et des légumes, OK, tant mieux que tu l'aurais dit. C'est un message effectivement qui est important. Je serais surpris que tu aies souvent des patients. Je peux être surpris. Mais je serais surpris que tu aies des patients qui disent souvent il faut manger des légumes. OK. Tout le monde les connaît déjà, ces conseils-là. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Ayez premièrement une approche justement qui n'est pas discriminatoire, de ne pas parler de poids. Je pense que vraiment, ou du moins, en fait, même ce qui est recommandé en ce moment, c'est d'abord demander à la personne si vous avez le droit, si elle accepte que vous parliez de son poids. Bon, moi, je te dirais que c'est le strict minimum, là, j'ai le goût de te dire, parce que, encore une fois, je pense que tu peux totalement aider la personne sans parler de son poids. Mais sincèrement, là, moi, je pense qu'il faut référer. Tu comprends? Si vous avez des patients qui ont des problématiques alimentaires, je ne veux pas vous dire de donner des conseils. C'est les nutritionnistes qui sont les spécialistes de l'alimentation. Ça m'amène sur un autre point, OK? Parce que puis c'est fou comment... Là, ça fait comme une trentaine d'épisodes que j'enregistre, OK? Les points communs
puis je reçois des physios, mais plein de nutritionnistes, des psychologues, des médecins. Les points communs là, dans les enjeux qu'on vit sont tous les mêmes. Puis là où je veux t'amener, c'est que le discours que tu as, je l'ai avec les gens qui disent quel conseil je devrais donner à quelqu'un qui est blessé. Réfère en physiothérapie. Un physiothérapeute va l'accompagner dans les meilleurs conseils et les meilleurs exercices adaptés à cette condition-là. C'est quoi le problème? As-tu déjà essayé de consulter un physiothérapeute dans le public? Ça n'existe pas. As-tu déjà essayé de consulter un nutritionniste pour te guider dans ton Ironman en public? Dans le public, ça n'existe pas. Fait que toute la question de l'accessibilité aux soins de santé, là, avec les enjeux psychologiques en lien avec la pandémie, il y a plein de grosses enveloppes budgétaires qui ont été mis en place pour un accès à des psychologues, pour engager des psychologues. Parfait. Mais as-tu déjà essayé d'appeler un psychologue en ce moment pour voir un psychologue? T'sais, moi, j'en ai des patients là, pour qui je leur demande s'ils sont ouverts à possiblement consulter un psychologue pour les outiller. C'est même... genre dans 6 exact. mois. Puis déjà que c'est dur de prendre la décision de consulter un psychologue. Après ça, c'est encore plus dur de prendre le téléphone et d'appeler. Là, tu t'appelles dans 5, 6, 7 cliniques, puis ils disent toutes que ça va dans 2 mois. Mais il n'y a pas d'accessibilité à ces services-là. Fait que les médecins, quand je donne les conférences, ce qu'ils me demandent, c'est qu'est-ce qu'on dit aux gens qui n'ont pas d'argent pour aller en physio? J'ai pas de réponse à ça. Ben, j'en ai une réponse. C'est quoi ta réponse? Ma réponse, c'est essayer de les amener à juste aller consulter pour un rendez-vous. Pour avoir une évaluation. Mais qui est finalement quand même aller voir. Mais exact. Oui, c'est ça. Mais tu sais, parce que les gens, souvent, ils voient pas la valeur que le physiothérapeute peut les amener dans la guérison de leurs blessures parce qu'ils pensent que c'est très facile ou que c'est des réponses très simples pour guérir des bobos. De la même façon que les gens peuvent pas voir la valeur d'une consultation avec un nutritionniste pour optimiser leur alimentation en général ou juste leurs habitudes alimentaires, comment cuisiner et tout ça. C'est parce que ça, c'est une chose, mettons. Tu parles d'optimiser, d'améliorer, mais très souvent, là, encore une fois, quand tu vas voir des nutritionnistes, c'est pas juste qu'est-ce que tu manges, c'est pourquoi tu manges ça. Puis ça, le médecin n'a pas le temps de commencer à faire ça dans son bureau. Là. Comme il n'y a pas le temps d'expliquer des bons exercices et de donner les bons conseils. Non, exact. Fait que tu peux bien commencer à dire justement mange plus de légumes puis bois moins de boissons sucrées ou donc tous des conseils comme basic de nutrition, on va dire que oui, ça peut avoir une influence, mais si tu dis ça, est-ce que ça va vraiment avoir une influence sur le patient? Ça m'étonnerait beaucoup parce que la personne qui boit son 2 litres de coke à chaque jour, là, est-ce qu'elle boit ça parce qu'elle aime vraiment ça, le coke, tu penses? Non. Ça se peut. Peut-être que c'est son seul plaisir dans sa vie. Mais si c'est son seul plaisir dans sa vie, ben, tu comprends, cette personne-là, elle a besoin d'aide. Là, tu comprends? Donc, ça va bien au-delà du fait qu'elle boit du coke. La personne qui boit 2 litres de coke à chaque jour, je te garantis que le problème, c'est pas le coke. Je te garantis que c'est pas ça. Donc, c'est pas vrai qu'un médecin qui lui dit « bois moins de coke », c'est pas vrai que ça va changer quelque chose. Donc, puis encore une fois, je te donne un exemple. Oui, il y en a là, que c'est moins deep, là. Oui, il y en a. Mais l'alimentation, c'est un des domaines de la santé maintenant, mais à la base, c'est même pas un domaine de la santé. L'alimentation, c'est un fait de vie. On mange tous 3 fois par jour. C'est impliqué dans nos vies. C'est associé à notre culture, à notre famille, à nos émotions. C'est hyper intime. C'est quelque chose que tu mets dans ta bouche, que tu avales, qui devient ton propre corps. C'est super intime comme acte. Tu sais, t'acceptes pas de manger n'importe quoi dans la vie. T'acceptes pas la nourriture de n'importe qui. Okay? C'est vraiment là. Alors, de tous les domaines, même si je les connais pas tous, là, mais de tous les domaines de la santé, je pense que c'est celui qui est le plus sensible parce que c'est quelque chose là, qui est imbriqué. On a besoin de manger pour vivre. C'est tellement ancré dans le quotidien. Donc, pour vrai, là, c'est ça. Je vois pas la pertinence. T'sais, justement, mon médecin de famille, on va dire, je l'aime très bien, là, t'sais, mais justement, évidemment, il savait que j'étais nutritionniste, fait que, mais qui était comme, je dois te le dire, mais c'est important de manger 5 fruits et légumes chaque jour, mettons. Dans ma tête, je suis comme, est-ce que tu dis ça à chaque personne? Tu sais à quoi? Je fume pas, mettons. Même si ton médecin te dit fume pas, la personne qui fume, là, elle sait que c'est pas bon de fumer pour sa santé, mais elle fume pour d'autres raisons, là. Tu comprends? En tout cas, fait... Non, mais c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, le médecin, c'est l'accès gratuit qu'on a, le médecin de famille. Puis encore là, il y en a qui n'ont pas de médecin de famille. Beaucoup de monde. Mais techniquement, le seul accès au système médical qu'on a d'accès direct dans notre système de santé, c'est un médecin. Que ce soit à l'urgence, au CLSC, au sans rendez-vous, peu importe, c'est un médecin qui va finir par te donner les recommandations finales. Mais le problème, là, c'est que
ils sont généralistes, ils peuvent pas, puis ils ont même pas le temps. Ils peuvent même pas prendre Non, mais le c'est temps ça, parce que exactement. le contexte du système de Ouais. santé fait en sorte que on va satisfaire le plus de monde possible, le moins de besoins possible. Ouais. Fait que c'est vraiment rapide. Ils n'ont pas le temps d'enseigner quoi que ce soit. Mhm. Ils n'ont pas le temps de prendre le problème réellement. Ils ont souvent 5, 6, 7 problèmes à délai en même temps en 20 minutes parce que la personne, elle veut renouveler sa pilule contraceptive, elle veut genre... tu sais, C'est parce que c'est rendu. Mais c'est ça, c'est parce que justement, comme tu sais que ça va pas être nécessairement facile de le revoir ou que ça va Ouais. pas être rapide, c'est comme tu fais ta petite liste d'épicerie, là, tu sais, puis c'est Ouais. comme voici toutes les choses. Ouais, exact. Puis tu sais, mettons, la personne qui consulte puis qui voit un médecin puis qui dit j'ai mal au genou, je suis plus capable de comme faire des squats, je suis plus capable de courir, blablabla. Tu sais, de se faire dire des choses, tu sais, elle peut pas rentrer dans des trucs spécifiques. Non, Fait qu'elle exactement. va donner des conseils généraux, genre, ben tu sais, essaie de bouger un peu plus, tu sais, essaie d'aller prendre des marches. Mais la personne, elle sait probablement déjà que c'est ça qu'il faut faire, mais elle sait pas comment le faire. Mhm. Elle sait pas combien de temps. Elle sait pas si c'est dangereux. Elle connaît même pas son problème. Fait qu'elle, quand Exact. elle a mal, elle pense encore qu'elle est en train d'empirer son Ouais. genou Mhm. ou de détruire son articulation. Fait que c'est là où c'est tellement complexe comme problème que pour moi, ça revient souvent à un enjeu d'accessibilité à des soins. Absolument. Puis honnêtement, on paierait, tu sais, mettons que notre carte d'assurance maladie nous donnerait accès à 10 séances de nutrition, 10 séances de psycho, 10 séances de physio par année. Je te garantis qu'on sauverait des milliards de Oh dollars mon en Dieu. santé. Non, mais c'est sûr, là. Tu sais? Non, mais puis il y a tellement d'études qui montrent que la prévention, ça permet de sauver de l'argent au final, parce qu'évidemment, c'est toujours ça qu'on doit faire. On doit faire des études pour montrer qu'on va économiser, parce que c'est comme ça que notre monde fonctionne. Ouais. Tu vois, le capitalisme, je Ouais, commence à en la parler du critique capitalisme. Mais juste ça, si on veut juste rester dans le point de vue économique, là, puis qu'on dit c'est de même qu'on va convaincre le gouvernement, il y a plein d'études qui démontrent que la prévention permet de sauver de l'argent au final, puis que tu as une population qui est plus en santé. Mhm. Et c'est sûr, là, je veux dire, là, on se parle en deux convaincus, mais bien sûr, Ouais. il faudrait qu'on ait un accès qui est beaucoup plus facilité à tous les professionnels. Puis évidemment, moi, je milite pour ma profession, bien sûr, d'avoir des accès à des nutritionnistes. Puis je le vois, moi aussi, je réfère beaucoup à... Les gens m'écrivent, puis comme je fais pas de consultation, je dis aux gens d'écrire. Puis tous mes collègues ont des listes d'attente Mais c'est ça. de la mort. Exact. Fait que... Puis c'est un autre enjeu. Tu sais, nous, on a ça aussi. On a des problèmes avec les listes d'attente parce que les gens, ça va loin leur consultation. Puis c'est quoi l'enjeu qu'on a? Plus quelqu'un tarde à avoir un physio Oui, dans sa blessure, plus ça empire. plus la récupération est prolongée. Mhm. Comme les commotions cérébrales, c'est l'exemple que je donne tout le Mhm. temps. Le facteur numéro 1 qui détermine l'évolution de ta commotion, c'est à quel point tu es allé rapidement consulter un physio ou un professionnel qui a une expertise en commotion cérébrale. Mhm. Mais si quand tu appelles un physio, ça prend 3 mois ou 1 mois, tu sais, à Montréal, on a une grande densité de cliniques, fait que tu peux voir un physio en 2 semaines. Là. Mhm. Mais dans les régions, des fois, ils ont des listes d'attente de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu sais. Ça a pas Mais d'allure. on prend les blessures d'arrêt de travail. Après 4 à 6 semaines, tu as 100% de chance de retourner au travail. Tu sais, les probabilités de retour au travail comme avant sont pas mal à 100%. Ok. Tu descends 6 à 10 semaines, tu descends déjà à 80, 60. Chaque mois que tu es en arrêt de travail pour ta blessure, tu diminues ta probabilité de retour au travail. Mhm. Fait que la rapidité de l'accessibilité, c'est un enjeu Mhm. aussi. Puis c'est sûr que c'est pas juste en physio, là. C'est dans plein de choses en Mais lien oui. avec la prévention. Ben, tu sais, tu parles de ta profession. Si toi, tu dois... tu as souvent des messages en lien avec justement la façon que la nutrition est abordée, puis Mhm. comment les nutritionnistes abordent Mhm. ou interagissent avec leurs clients. La raison de consultation demeure souvent « je veux perdre du poids Bien ». Encore sûr. actuellement. Ben oui. Ben, Comment mhm. il faut que les nutritionnistes voient cette façon, tu sais, Ouais. pour la relation avec le patient, Ben, avec il le faudrait client. c'est une autre super grosse question à laquelle j'ai pas la réponse. Mhm. Mes pistes de réponse, Ouais, là où j'en c'est suis dans ça, mes on réflexions en ce brainstorm. moment. Donc, parce que, évidemment, je parle avec beaucoup de collègues qui s'intéressent à l'alimentation intuitive, donc qui est une approche de plus en plus prônée en nutrition. Encore une fois, c'est pas tous les nutritionnistes qui font ça, qui s'intéressent, mais c'est une approche en nutrition qui, justement, vise à ne plus s'intéresser au poids, mais qui s'intéresse plus, donc, à rétablir une relation saine avec notre corps et avec les aliments, où justement on veut aider. Il y a beaucoup de psychologie là-dedans, puis c'est vraiment d'aider les gens, grosso modo, à faire la paix avec les aliments. Donc c'est très bon comme approche, très intéressant du moins, pour les gens qui ont souffert de troubles alimentaires ou qui Ouais. ont fait beaucoup de diètes dans leur vie, là, pour retrouver du plaisir. C'est vraiment intéressant comme approche. Et donc, je parle à beaucoup de ces collègues-là qui reçoivent des consultations de gens qui veulent perdre du poids. Puis, elles savent pas vraiment
comment dealer tout le temps. Parce que elles, dans le fond, elles ne font pas de perte de poids du tout, du tout. Donc, ce qu'elles font, comme quand ce que j'en comprends, là, puis encore une fois, tu pourrais recevoir à me donner une nutritionniste qui Ouais, mais spécialise j'ai déjà là-dedans. échangé avec Karine, avec Karine Gravel, Gravel, mais bon. c'est juste qu'elle n'est pas ici, fait qu'il faudrait trouver un timing pour que ça marche. Ça serait la personne parfaite pour te parler de ça. Donc, soit qu'ils vont dire d'emblée aux patients, ben moi, je fais pas ça, mais voici des nutritionnistes qui vont le faire. Ou sinon, tu sais, quand ça arrive dans la consultation, parce que des fois, justement, comme la personne au téléphone t'a dit une chose, puis elle arrive dans le bureau, puis c'est autre chose finalement, ben qu'elles vont essayer de justement leur dire si je suis pas la bonne personne pour vous outiller, puis comme, ils essaient vraiment de réfléchir. Donc, ils essaient vraiment de comme, pas décaler le problème, grosso modo, c'est moi, je fais pas ça, fait que même si tu as ce besoin-là, moi, je vais t'envoyer à quelqu'un d'autre qui va le faire, parce que moi, je crois pas à ça de parler de perte de poids. Mais ça amène la question de se dire comment ça se fait qu'il y a des nutritionnistes qui considèrent que parler de poids, ça se fait pas puis qu'ils le font plus dans leur pratique, puis d'autres qui continuent à le faire. J'ai pas la réponse à cette question-là. Mais c'est la même chose dans tous les domaines. Ouais. Comment ça, on a des clashs dans les professions? C'est quoi, mettons, un gros clash que vous avez? En physio? Ouais. Les types d'exercices. Mettons. C'est-tu un gros clash? Je sais pas si c'est un gros clash. Qu'est-ce que je... OK, le type d'intervention. Les interventions passives versus les interventions actives. Je te donne un exemple. Des modalités qu'on utilise pour aider nos patients qui dépendent du thérapeute. Une machine d'électrothérapie, comme appliquer un ultrason, appliquer un TENS, de la thérapie manuelle, des massages, ce genre de choses-là, on rentre ça dans la catégorie application passive. Okay? Faire des aiguilles, des aiguilles d'acupuncture. Versus les modalités actives, l'éducation, responsabiliser le patient dans la gestion de ses activités quotidiennes, donner des exercices à faire à la maison, coacher et encadrer vers le retour à son sport, le retour à son activité physique. La proportion entre les deux, de la quantité qu'une catégorie de modalité devrait prendre par rapport à une autre, va varier selon le thérapeute. Okay? Tout le monde sait et dit qu'on devrait être des modalités actives. C'est ce que la littérature dit. Okay? La place ou non en proportion de certaines modalités passives est un débat. Puis encore une fois, moi, ce que je dis souvent, c'est que oui, c'est un débat, mais le débat n'est pas à bonne place parce que tout le monde s'entend pour dire qu'il faut favoriser des modalités actives. Après ça, laquelle tu choisis dans tes modalités passives, il y en a qui peuvent dire qu'il y en a une meilleure qu'une autre. En gros, c'est pas ça qui va déterminer de façon significative comment les patients évoluent. De la même façon que c'est pas le supplément de calcium qui va déterminer si tu performes dans ton sport. C'est à la base ton alimentation, ton entraînement, ton sommeil. Puis après ça, pour les athlètes élites de haut niveau, quand tout ça est parfait, il y a une supplémentation qui peut amener un bonus. Tu comprends? Fait que j'ai l'impression qu'il y a un clash justement dans les professions, dans les façons de voir. Puis les professions ont des guéguerres là, entre eux. Puis tu sais, tout le monde s'ostine à savoir qui est mieux que l'autre. Alors que si tout le monde se parlait... Ben vous en avez pas particulièrement. Là. De? Des guéguerres entre professions. Tu serais surpris. Non, mais je serais pas surpris. Okay, moi, je suis totalement... Ouais, que t'envoies. Ben oui, ça, c'est de toutes les professions. Exact. Mais tu sais, justement, tu es chiro, ostéo, physio... Exact, c'est ça. Genre, je le vois très bien. Ouais. Puis comme pour les... Si toi, ça t'intéresse, je t'invite à aller écouter. J'ai fait un épisode au balado de Myriam Baudry, tête à tête avec la science. Puis une de ces questions, c'était justement, c'est quoi la différence entre chiro, ostéo, masso? Ma réponse est comme 25 minutes. Fait que ceux qui veulent la vraie nuance de ma réponse, parce que les gens me demandent ça en clinique pendant qu'on marche vers l'accueil. Ah oui, je peux-tu aller voir un chiro? Je peux pas te répondre en 2 minutes. Même si tu me demandes, je peux-tu aller voir un autre physio, je peux pas te répondre en 2 minutes. Parce que ma réponse, elle s'attend pas à la profession. Elle s'attend à qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. Tu comprends? Je pense que dans toutes les professions, tu peux avoir exactement la bonne conduite de pratique. Exact. Puis il y a autant de physio-poches que de chiro et d'ostéo-poches et de médecins-poches et de nutritionnistes-poches et d'avocats. Il y en a dans tous les domaines. Fait que je sais pas c'était quoi ta question, mais... Non, c'était même pas une question, c'était plus pour te dire que comme, tu sais, effectivement, je le vois très bien, mais... non, mais la question originale, c'était le clash dans la profession, puis tu sais, nous, c'est vraiment ça en ce moment, c'est vraiment la question du poids, puis genre, est-ce qu'on en parle pas, là? Ça, c'est vraiment un gros truc. Puis, effectivement, tu sais, je pense qu'il y a quand même la place à avoir une diversité de discours. Ça, c'est sûr, parce que chaque personne est différente et donc chaque personne réagit différemment à différentes informations qu'ils vont recevoir ou différents discours. Donc oui, je pense que... Donc, c'est pas vrai que l'alimentation intuitive, c'est pour tout le monde. Non, c'est pas vrai. Comme c'est pas vrai que l'approche
d'autres approches, c'est pour tout le monde, non. Je pense qu'il peut en avoir. Mais je continue quand même à être de plus en plus sceptique sur cette question-là du poids parce que je me dis, man, la science le montre là, que c'est pas si facile. Puis je suis comme... En tout cas, ça me fait vraiment complexe. questionner vraiment, vraiment beaucoup sur justement comme les approches qui sont utilisées. Mais tu as raison, si la personne elle vient et qu'elle veut perdre du poids, je pense que la première question à lui poser, c'est pourquoi elle veut perdre du poids. Ouais. Puis parce que si c'est genre parce que genre je veux être en couple, ben on a des choses à travailler. Tu comprends? Je comprends tellement, mais tu vois, le parallèle avec ça que je vois, c'est que justement, il faut poser plus de questions. Ben oui. Si je te demande, là, c'est quoi la raison pour quelqu'un de consulter un physio? Tu dirais quoi instinctivement? T'as-tu déjà consulté un physio dans ta vie? OK, tu as consulté parce que quoi? Parce que j'avais mal. T'avais mal. C'est pas ça la raison de consultation des gens. Puis tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu as consulté parce que tu n'étais pas capable de faire quelque chose que tu es capable de faire d'habitude. Ça t'empêchait de faire quelque chose. Fait que les gens qui viennent me voir, puis je vais leur demander c'est quoi ton objectif? Je veux avoir moins mal. C'est pas ça l'objectif. Tu veux être capable de jouer au tennis. Tu veux être capable de prendre ton enfant dans tes bras. Tu veux être capable de cuisiner toute l'après-midi sans avoir à t'asseoir à chaque 5 minutes parce que tu es tanné d'être debout. C'est ça que les gens ils veulent au début. Fait que le parallèle que je vois, puis ça, c'est quand j'avais discuté avec Alexia dans mon épisode, Alexia de Macor, c'est là que j'ai eu cette lumière qui m'est allumée de comme, mon Dieu, mais les gens, c'est le même parallèle avec le poids. Les gens, ils disent, je veux perdre du poids, mais ce qu'ils veulent, c'est se sentir bien en public, s'aimer, se sentir bien dans leur corps. Arrêter d'être rejeté. Être juste... Ne plus être associé à cette catégorie de personnes qui est vidifiée dans notre société. Exactement. Fait que si on intervient juste sur le poids en tant que tel, on n'intervient pas sur tous ces facteurs-là. Si on intervient juste sur la douleur, je te dis ce qu'on va faire. Si quelqu'un dit « je veux avoir moins mal là », ce qu'on va faire, on va le masser, on va y mettre un TENS qui va réduire sa douleur de 2 à 6 heures. On va le masser, ça va le soulager 24-48 heures. On va y faire des manipulations. Il va sortir, il va dire « wow, je me sens donc bien ». Il va retourner chez lui, il n'y a pas de diagnostic, il ne sait pas c'est quoi le problème, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire un peu moins puis qu'est-ce qu'il doit faire un peu plus. Puis il n'y a aucun... Comme quand il va avoir mal la prochaine fois, il ne sait pas quoi faire parce qu'il faut qu'il retourne voir le thérapeute pour avoir la machine incroyable qui a enlevé sa douleur. On ne règle pas le problème. Fait que ça m'amène à... Tu sais, tantôt, tu me demandais, y a-t-il un exemple de clash? J'en ai un meilleur. C'est la façon qu'on fait des diagnostics dans le système médical en lien avec les blessures et les douleurs. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un? On dit, ton diagnostic, tu as de l'arthrose, tu as une hernie discale, tu as un nerf sciatique comprimé. Il y a autant de gens qui ont toutes ces affaires-là sans douleur que de gens qui ont ces affaires-là avec douleur. Ah ouais, OK. À 50 ans, OK, c'est 80% des adultes qui ont de l'arthrose dans le dos. OK. Dans la population asymptomatique. Fait que tu regardes les adultes de 50 ans, tu prends 100 personnes qui ont pas mal au dos, 80% ont des disques moins épais. Puis on dit à quelqu'un qui a mal, c'est ton disque moins épais le problème. Ça n'a aucun sens. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, totalement. Mais c'est comme ça qu'on fait les diagnostics. Puis là, les gens, ils se mettent des étiquettes. « Ah, moi, j'ai mal au dos parce que mon disque est aminci. Mais ce que tu sais pas, c'est que ce matin, tu as pris le métro avec 100 personnes qui ont un disque aminci, qui n'ont pas mal au dos. Fait que les déterminants de ta douleur, c'est beaucoup plus loin que juste ça. C'est ton stress, ton sommeil, ton dosage d'activité physique. Tu sais, c'est tellement autre chose que juste ça. Puis moi, quand je fais des diagnostics, je ne fais pas de diagnostic anatomique chez les gens. Je fais un diagnostic basé sur le mouvement. Fait que je vais dire, tu as une douleur lombaire avec des symptômes en flexion. Ce qui veut dire que cette personne-là, la majorité de ses symptômes, ils viennent après des tâches en flexion, genre passer l'aspirateur, être assis longtemps. Fait que je vais donner des conseils et des exercices pour rétablir ce problème-là. Je ne vais pas donner des exercices pour augmenter l'épaisseur du disque, ça n'existe pas. Fait que tu comprends comment on a surmédicalisé la chose, comme la même façon qu'on a surmédicalisé la nutrition. Fait que ça, pour moi, c'est un meilleur parallèle que je suis capable de comprendre. C'est super intéressant. Mais encore une fois, ça me fait juste dire à quel point, mon Dieu, faut se parler. Ah, tellement, là. Parce que, oh my God. Parce que ça me fait vraiment penser justement aux études que je fais, puis où je m'intéresse à tous les autres domaines qui se sont penchés sur l'alimentation. C'est vraiment ça que je fais. Puis de voir comment des anthropologues, des sociologues, des historiens, comment ils réfléchissent à l'alimentation,
puis de me rendre compte comme, OK, mais il faut qu'on applique aussi ces connaissances-là. Tu sais, comme, c'est comme ça, si tu fais juste regarder une chose, tu te bloques de exact. tellement de connaissances, puis de tellement de clés pour ouvrir des nouvelles portes, puis pour aider davantage des gens, puis pour mieux expliquer, puis pour mieux comprendre. Là. Fait que, il y a tellement de choses à ça. Pour vrai, puis s'il y a une chose que je retiens d'aujourd'hui, c'est vraiment ça, comme... En tout cas, ça à quel point il y a des enjeux vraiment allumé de t'entendre parler de parallèles entre nos deux professions qui, d'emblée, moi, dans ma tête, c'est comme très différent comme profession. Et pourtant, je vois vraiment des parallèles. Surtout que dans ma tête, justement, je suis comme, un physio, c'est genre, t'as mal, je te fais un petit point, puis ça va bien aller, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant pour vrai. On va conclure tranquillement. Parce que. Mais tu vois, je t'aidais déjà à aller vers la conclusion. Ouais, c'est ça, exact. Non, mais c'est parfait. Mes take-away points. Parce que, puis je réalise, plus on discute, plus il y a différentes idées d'épisodes qui me viennent en tête. Fait qu'il va falloir pousser ça plus loin éventuellement. Si tu avais, tu sais, mettons, on conclut ça avec des messages clés qui sont importants pour toi, qui te tiennent à cœur dans tes valeurs puis la façon que tu vois la nutrition ou juste en général la santé. En général, là, quelqu'un qui se pose la question, regarde, moi, je veux juste savoir. Qu'est-ce que je devrais... Bon, je simplifie la question. Qu'est-ce que je dois manger pour être en santé optimale? Ou tu sais, c'est quoi la meilleure façon de juste, sans calculer, sans être trop freak, qu'est-ce que je dois manger en général pour être en santé? Mange des choses qui te font plaisir. Qui te rend heureux quand tu les manges. Ça, je pense que c'est la priorité de tout. Parce qu'on a beaucoup évacué la notion de santé mentale en alimentation, mais manger, là, c'est un acte émotif, c'est tous les jours, même si justement dans notre société on a enlevé cette partie-là parce qu'on est habitué justement d'aller en auto puis manger son truc en conduisant puis manger en faisant autre chose, fait qu'on a comme évacué ça, mais quand tu retournes à la base, de manger, ça reste comme quelque chose de, un moment de repos, un moment de socialisation. Bon. Donc mange des choses qui te font plaisir, peu importe c'est quoi, mange des choses qui te font plaisir. Deuxièmement, il y a quand même certains conseils qui, oui, semblent supportés par la science, c'est-à-dire manger plus de végétaux, donc plus de fruits, de légumes, de légumineuses, de grains entiers, oui, effectivement. Manger moins transformé, ou on pourrait dire cuisiner plus souvent à la maison, le plus souvent possible pour toi. Je pense que c'est ça toujours. Donc, il n'y a aucun interdit en alimentation. Donc, même quand je dis... On n'en a pas parlé, ça, c'est vrai. Il n'y a aucun interdit. Donc, même si je dis de cuisiner davantage ou manger moins transformé, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de manger des aliments transformés. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir et tu ne seras pas en santé si tu n'en manges pas du tout. Mais c'est sûr que quand on regarde d'un point de vue général, oui, les gens qui mangent plus d'aliments frais semblent être en meilleure santé. Donc, c'est sûr que ça reste un conseil. Puis écoute ta faim. C'est probablement donc d'apprendre à plus s'écouter. Puis quand tu manges, comment tu te sens quand tu manges ces aliments-là, mais aussi vraiment donc de réapprendre à écouter plus ces signaux, puis de comme c'est ça, puis de comme quand t'as plus faim, t'arrêtes, mais quand t'as faim, tu manges, puis de pas se dire bon ben là il est telle heure, fait qu'il faut que je mange, ou comme non, tu sais vraiment genre. Donc ça, je pense que c'est des conseils relativement généraux, mais qui encore une fois, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de tu dois. Non, c'est des conseils. Il n'y a pas de règle stricte. Il n'y a aucune règle en alimentation. Les seules règles qui existent, on les construit dans notre tête. Donc, il n'y a pas aucune règle qui existe. Puis justement, si j'avais un conseil, mettons, un autre conseil, ce serait de vraiment faire attention aux diètes. De vraiment faire attention à tous ceux qui vous vendent. Littéralement. Qui vendent vraiment littéralement des choses qui vous promettent la minceur, qui vous promettent la santé, que ce soit un produit, donc des pilules, des poudres, des shakes, des jus détox et compagnie, ou que ce soit par des conseils. Donc, si quelqu'un vous promet que vous allez perdre du poids sur le long terme, il vous ment, parce que ça n'existe pas. Le long terme est important. Donc, la question de promesse, la question de... Donc, s'il dit, c'est sûr que tu vas perdre du poids si tu fais ça, puis ça va être sur le long terme, c'est pas vrai. Il n'y a pas de sens. Puis, j'inviterais ces personnes-là, s'il y a des professionnels ou des gens qui disent, hey, tu sais quoi, moi, ça marche pour vrai, venez qu'on vous étudie. Parce que là, vous êtes en train d'être à l'inverse totalement de tout ce que la science nous dit. Donc, ça serait intéressant si on a vraiment la vraie réponse à ça. Tu comprends? Donc, ça, pour moi, c'est comme... vraiment des conseils de juste faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous vendre bien des choses puis qui misent sur nos insécurités.
pour être capable de se faire de l'argent. C'est une industrie de milliards de dollars maintenant, l'industrie des diètes. Même quand on n'appelle pas ça une diète. T'sais, donc les gens vont vous dire non, c'est pas une diète, c'est juste, mais il faut que tu manges ça puis que tu ne manges pas ça. C'est une diète. Mais puis tu vois, ce que tu disais, là, si vous êtes justement ce 5 à 10 %-là qui est l'exception des statistiques qui réussissent à maintenir le poids à long terme, quand je discutais avec Myriam la semaine passée, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle n'était pas allée chercher au plus profond des études, mais dans les études, quand on rapporte ces gens-là, ça semble être les personnes qui réussissent à maintenir le poids, sous toute réserve, ça semble être des personnes avec des troubles alimentaires ou qui sont dans le domaine du bodybuilding et tout ça. Ça ne m'étonnerait pas. Moi non plus, je t'avoue que je n'ai pas creusé plus. Par contre, je me souviens d'avoir vu des études sur justement les gens qui maintiennent la perte de poids sur le long terme. Puis je me souviens qu'un des facteurs, c'était genre continuer à te peser tous les jours, mettons. Ouais, mais c'est ça. Donc, exactement. Donc, on s'entend-tu que c'est un comportement qui est obsessif? Là? Exact. Puis à quel prix on accepte ça? Exactement. C'est ça. Les risques-bénéfices. Exactement. C'est que très souvent, mais là, on repart, mais très souvent, dans ces études-là, on va regarder le poids simplement. Ouais. Donc, on va dire, le traitement a réussi parce que la personne a perdu du poids sur le long terme. Mais tu n'as pas regardé tout le reste de sa vie. Peut-être qu'elle est vraiment malheureuse en ce moment, cette personne-là, puis qu'elle a d'autres problèmes, mais on a juste regardé le poids. Fait que, hey, ça marche! Et voilà. Donc, bref. Pour vrai, là, pour moi, c'est comme les messages les plus importants. De juste vraiment faire attention à ça. Puis l'alimentation, c'est vraiment, vraiment plus simple que ce qu'on essaie de nous faire croire de manière générale. Tu n'as pas besoin de formule magique. Le plus important, je pense, c'est que tu aies du plaisir. Puis s'il y a des gens qui te parlent d'alimentation puis qui te font du mal quand tu te parles d'alimentation, donc ça veut dire que tu te sens pas bien, tu te sens pas adéquat, tu te sens que tu n'es pas une bonne personne parce que tu fais pas les bonnes choses comme cette personne-là, arrête de suivre ces personnes-là. Et ça m'inclut moi-même. Là. Si moi, mon discours, ça vous fait du tort parce que vous dites que vous vous sentez pas adéquat comme personne, arrêtez de me suivre. Parce que on a le luxe aujourd'hui avec les médias sociaux d'avoir accès à bien du monde, mais on a aussi le luxe de choisir qui on suit. Donc, si quelqu'un vous fait du mal, là, delete. Je pense que c'est vraiment important. Il y a assez d'offres sur les plateformes. Vraiment. Merci énormément de cette discussion. Vraiment, on est allé dans plein d'endroits que je ne pensais pas aller. Tant mieux. Si les gens veulent en savoir plus, OK? Toi, tu es impliqué dans plein de choses. C'est le temps de plugger tous les endroits où ils peuvent te trouver. Il y a ton balado, il y a tes livres, il y a les émissions auxquelles tu collabores. Fait que on liste ça pour que les gens puissent en apprendre davantage. OK, bon, j'ai mes 2 livres, Sauver la planète une bouchée à la fois et N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Vous pouvez me suivre aussi sur les médias sociaux. C'est Instagram, en ce moment, ma plateforme que j'utilise le plus. Donc, c'est Nutritionniste Urbain sur Instagram. J'utilise un peu TikTok, là. Je commence à m'y mettre. Là, moi, je me suis pas lancé là-dedans. Ça vaut la peine. Fait que, bref, je suis un peu aussi sur TikTok, c'est Nutritionniste Urbain également. Puis sinon, j'ai quelques émissions. Donc oui, j'ai mon podcast à Radio-Canada. C'est On s'appelle et on déjeune. Donc chaque 2 jeudis, on a un épisode. On est rendu à une 50aine d'épisodes. C'est un super bon balado. Merci. Vraiment. Les gens ont vraiment du stock s'ils veulent s'amuser. Puis sinon, je suis aussi à l'émission Moi, je mange à Télé-Québec tous les mardis à 19h30. Bon, super. Puis j'insiste sur le balado parce que chaque épisode, oui, c'est un balado qui parle de nutrition, mais c'est un balado qui justement explore toutes ces sphères autres que le sucre, le gras, etc. On s'intéresse beaucoup à la société en général, puis comment on voit l'alimentation puis la nutrition dans notre société. Oui, exact. Fait que j'invite les gens à aller... C'est sur audio, hein? Oui, l'application audio ou sur Apple aussi. OK, ils sont sur partout. Bon, super. Fait que merci beaucoup, puis au plaisir de se reparler puis de discuter de toute autre chose. Avec grand plaisir. Dans le futur. Merci, salut.